J'ai vécu la pire des prépas. Franchement, je ne souhaite à personne la prépa qu'elle a vécue. Vraiment. Il n'y a rien de plus formateur que de coacher sa compagne. Parce que ça t'apprend le rôle de préparateur, mais à foutre tes émotions de côté. Vous avez la vie de personne entre vos mains. Si vous faites une diète à une personne, cette personne vous la mettez en déficit calorique, puis que cette personne en fait elle finit aménorée et qu'elle finit à l'hôpital, ce sera votre faute. Faut savoir qu'en prépa, la libido, bah voilà, Il y en avait pas. Tu ne peux pas aller à un point de condition extrême sans faire des choses extrêmes. Je sais que ma 3e prep, là, qu'on va faire du coup normalement en fin d'année, je me chie dessus. Peut-être me faire bâcher en disant ça, mais si t'as pas perdu tes manches, tu sais que t'étais pas suffisamment conditionné. Vous êtes des enfoirés, hein, vraiment. Tu rentres dans le magasin, t'as cette odeur de pâtisserie. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode numéro 14 de ce podcast, de Indabang Podcast. Je sais que beaucoup apprécient ce nom-là. C'est faux, mais on fera style que oui. Moi, en tout cas, je l'adore, c'est le plus important. Du coup, d'ailleurs, tiens, je vais expliquer ce que ça veut dire Indabang Podcast et ensuite je vous présenterai mon guest. Du coup, le guest passe après. D'abord, on explique. Du coup, Indabang Podcast, Indabang, tout simplement, c'est le fait de valider quelque chose. C'est un peu ce truc de process, justement, qui est validé. Donc, ça a une connotation dans le business comme une connotation en musculation. Donc, par exemple, vous avez fini un training, c'est Indabang. Quand vous avez fini, par exemple, de réaliser un projet, c'est Indabang. En gros, c'est dans la pocket, c'est dans la poche, c'est validé. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est tout le process, en fait, qui en résulte. Et du coup, je trouve que c'est un très bon nom pour ce podcast parce qu'on ne parle pas exclusivement de bodybuilding et de fitness, on parle aussi de coaching, de business. Donc voilà. Donc on repart sur mon guest. Ma compagne, Noémie, qui a décidé enfin d'accepter de me rejoindre sur ce podcast. Sachant que c'est très très dur de la voir parce que c'est quelqu'un qui a du mal à passer devant les caméras comme ça. La preuve en est, ce que vous ne savez pas, c'est que nous venons de retourner cette intro pour la 2e fois alors qu'on est de tourner pendant 5 minutes parce que elle était en stress et qu'elle est en stress pour ce genre de choses. Voilà, c'est petit aparté là-dessus. Petit aparté, pas aparté. L'apartheid, c'est pas pareil. Oh putain. Mais arrête. Autant pour moi. Donc, petit aparté qui est validé. Donc, Noémie, ma chérie, qui vit du coup avec moi à Bali, qui a du coup accepté de venir tourner ce podcast. Je te laisse te présenter, voilà, pour les gens qui ne la connaissent pas encore, bien sûr. Du coup, moi je suis Noémie, j'ai 29 ans, je vis actuellement à Bali, je suis coach en ligne. Ceux qui me connaissent le savent, mais j'ai déjà fait 2 compétitions de body. C'est pas une interro, hein. Détends-toi le string. Tu veux que je dise quoi C'est pas une interro. Bah oui. Vas-y, continue. Je sens tendu. Détends-toi. Bah non, mais tu veux que je me présente Bah vas-y, continue. Du coup, t'as fait 2 compétitions de bodybuilding. Faut savoir que nous, on s'est rencontrés. Elle ne faisait pas de bodybuilding. Par contre, tu étais en passation de devenir coach. Donc tu venais tout simplement de commencer le coaching. À peu près en même temps que moi, je crois qu'on a commencé à peu près à la même période. Oui, en janvier, on a... Ouais, c'est ça, janvier. Sachant que moi, j'avais commencé un peu avant, mais j'avais commencé en salle de sport. Donc j'avais fait 3 mois de coaching en salle de sport et ensuite, je m'étais lancé complètement en ligne en janvier-février. Et comme toi d'ailleurs. Du coup, donc comme tu as dit, t'as 29 ans, mais t'étais pas coach avant. Donc explique-nous un petit peu pourquoi ce truc d'être devenu coach un petit peu, surtout coach en ligne. J'ai démarré si tard aussi. Oui, pourquoi t'es devenu si tard? En fait, après mes études, j'ai pas tout de suite fait des études dans la diète ou dans le coaching. J'ai d'abord fait des études de psycho. J'ai fait 4 ans de psycho qui se passait très bien en soi au début, que je réussissais très bien, mais tout simplement j'ai fait un burn-out. Ceux qui me suivent sur les réseaux le savent, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. J'ai fait un premier burn-out à ce moment-là pendant mes études et après j'ai tout simplement, je voulais pas remettre les pieds sur mon lieu de stage, je voulais pas reprendre mes études, etc. 4 ans, donc c'était un master, parce qu'il faut savoir J'étais en premier master, ouais. Voilà. J'avais validé mes 3 premières années, j'étais en premier master. Il faut savoir que du coup, Noémie est belge, elle n'est pas française. Donc vous étonnez pas pour l'accent. Ça va, tu l'as pas trop, tu l'as bien perdu depuis que tu es avec moi. Mais du coup, elle est belge de base. Ouais, donc naturalisée française. Ouais, on va dire ça. Mais du coup, les études de psycho, c'est des études universitaires, on appelle ça en Belgique. Donc 5 ans, 3 ans de bachelier et 2 ans de master. Comme nous, les licences et le master, quoi, en fait. Voilà, donc j'étais en premier master. Et ensuite, après, j'ai
bifurqué. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je pratiquais déjà la musculation. En fait, j'ai commencé la musculation justement pendant mes études. Ça m'a aidé un petit peu à driver mes études. C'est-à-dire qu'en psycho, j'avais pas des horaires 8-16. J'avais 2 heures par-ci, 2 heures par-là. Enfin, à l'Uni, c'est un peu comme ça chez nous. Ouais. Et du coup, j'aimais bien. En fait, c'est ce qui drivait un peu mes journées. J'allais à la salle, voilà. Ouais. Ça t'évitait de faire comme certains étudiants, de te lever à 10 heures par moment, te lever à 7 heures. Honnêtement, je suis très peu sortie. Je suis très peu sortie pendant mes études, tout simplement. Et du coup, vu que ça faisait un petit moment que je m'intéressais pas mal à la musculation, que je pratiquais la musculation, que je m'intéressais à la diète, etc., j'avais commencé déjà à partager un petit peu ça sur Insta, mais sans montrer ma tête au début. Et puis ensuite, du coup, je me suis dit, soit je fais coach, donc soit je fais un bachelier en muscu, mais qui chez nous n'est pas reconnu. Chez vous, si, je pense. Ouais, chez nous, il y a un diplôme certifiant, mais en Belgique, du coup, il n'y en a pas. D'ailleurs, comme dans plein... Il y a un diplôme, du coup, maintenant. Il y a des études, mais c'est pas certifié. Non, c'est toujours pas certifiant. Tu n'as pas besoin d'avoir ça pour pouvoir être coach en salle chez vous. Alors qu'en France, après, c'est bien comme c'est pas bien. En France, c'est-à-dire que on a, je crois, on a le BP, donc le CQP, la licence et le DUS. Je crois qu'on a que ces 4 trucs-là qui permettent de travailler en salle de sport. Donc c'est pas énorme. Et tout le reste, en fait, passe à la trappe. Et je trouve ça un peu con parce que, au final, toi comme moi, maintenant qui avons quelques formations à notre actif dans le coaching, on sait qu'on n'a pas forcément besoin d'obligatoirement ces formations-là pour pouvoir être coach. Néanmoins, c'est toujours bien de se former, d'accord ? De se former, oui, mais c'est pas spécialement les formations les certifiantes qui sont les plus intéressantes et les meilleures, ouais. Ça, c'est sûr. Par contre, il y a clairement on a beaucoup de clients qui reviennent vers nous et on connaît des diététiciens qui sont très nuls, qui ont fait le DU nutrition en France, je pense, qui est encore moins bon qu'en Belgique, pour le coup. Ouais. Et qui sont de très mauvais diététiciens. Enfin, on voit des choses aberrantes quand les clients reviennent vers nous. Comme il y a plein de personnes qui n'ont pas fait ces études-là, qui se sont formées, qui ont appris par eux-mêmes, etc., qui seront bien meilleurs. Ouais. Et comme il y a plusieurs personnes aussi qui ont fait des BP et qui, indirectement, donc les BP, c'est le BPGEPS, tu sais, en France. Il y a plein de personnes qui ont fait ce BP-là et qui ne sont pas forcément des très bons coachs, comme à l'inverse, on connaît plusieurs personnes qui ont fait des formations annexes et qui sont de très bons coachs actuellement. Oui, clairement. Donc voilà. Quand on juge le fait que quelqu'un soit bon ou mauvais, c'est sa capacité justement à amener des gens à avoir des résultats et de manière la plus sensée possible avec le plus de recul qu'on a aujourd'hui sur la littérature, sur tout simplement aussi sur l'expérience qu'on peut en avoir nous-mêmes. Donc voilà. Et malheureusement, en fait, c'est un petit peu le problème actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de centres de formation qui sont très archaïques. Par exemple, sur certains BP, c'est comme ça que ça fonctionne, pour en avoir discuté avec des copains qui en ont fait. Les BPGEPS en France n'ont pas tous la même valeur, c'est-à-dire que vous avez un BP le BP ça va être hyper dépendant de votre centre de formation. Comme d'ailleurs le DU Nutrition. Ah ben non, le DU Nutrition c'est le même programme pour tout le monde ou pas ? Tu sais ça ? En France ? Ouais. Je crois, non ? Je pense, je sais pas, en France je connais pas, en Belgique Donc bref, c'est le même programme, je pense, vu que c'est un parcours universitaire, c'est le même programme. Donc on va dire que ce qui est bien, c'est que vu que c'est une autre formation, le BP, ça vous permet de pouvoir avoir un centre de formation différent. Et donc il y en a qui sont un peu mieux que d'autres, mais ça reste toujours très archaïque par rapport à ce qu'on peut retrouver. Et c'est pas contre les formateurs du BP, c'est juste que indirectement, c'est des gens qui ont déjà fait un petit peu leur trou dans le milieu, qui réussissent dans la prépa. Il y en a certains qui s'intéressent plus ou moins. Et moi, je dirais ce qui est le plus intéressant, des fois, c'est ces intervenants. Pour avoir fait STAPS, on a eu plusieurs intervenants qui, pour le coup, ce qui est bien, c'est que ces gens-là, s'ils sont repris chaque année, c'est que c'est des gens qui réussissent déjà dans leur vie aussi, qui font pas juste que de la formation comme ça. Et au-delà de ça, qui ont un certain background derrière, qui leur permet d'être toujours performants encore actuellement. Donc c'est pas des gens qui ont toujours les mêmes formations d'il y a 10, 15, 20 ans. Donc ça, c'est ce qui est plutôt cool. Mais du coup, comme on en revenait, je me suis un peu éloigné. Pour un BP, pour les formations, on n'a pas besoin d'avoir ces diplômes-là pour être bon, même si c'est obligatoire en France pour pouvoir coacher. C'est obligatoire en France pour pouvoir coacher. Pour pouvoir coacher en salle, ouais. Du coup. Obligatoire. C'est obligatoire. Tu peux pas. Alors, légalement, tu n'as pas le droit. Légalement, de coacher en salle ou de coacher en ligne ? De coacher en salle. Alors en ligne, je pense que c'est aussi réglementé. La seule différence étant que l'URSSAF ne viendra pas. Enfin, l'URSSAF. Je sais même pas si c'est l'URSSAF.
Parce qu'en soi, l'URSSAF, c'est vraiment un truc de déclaration, mais on va plus dire, si un jour, un gars porte plainte contre quelqu'un en France qui n'a pas de diplôme, même s'il fait du coaching en ligne, il peut se retrouver dans la merde. C'est-à-dire que si moi, je n'avais pas de diplôme, que je coachais quelqu'un en ligne et que tout simplement cette personne n'était pas satisfaite de ses résultats, elle peut très bien porter plainte contre moi en disant tout simplement que j'ai coaché sans diplôme. Et peut vraiment gagner et rapporter pas mal de fric. Hein. Ok. Donc ne faites pas ça à votre coach si jamais il n'a pas de diplôme, c'est parce que mais c'est que dans la légalité, en termes de juridiction réellement légale, je crois que tu peux vraiment mettre quelqu'un dans la merde comme ça. Ok. Alors qu'en Belgique, vu que c'est pas. En Belgique, vu que c'est pas certifié, voilà. Je peux très bien postuler dans une salle. Exactement. Après, un Français peut coacher à l'international, ça, il n'y a aucun problème pour le coup. Ok. Je pense qu'il n'y aura aucun souci. Okay. Là-dessus. Bon, du coup, pour en revenir sur ce que j'expliquais, c'est que j'avais une décision à prendre. C'est soit je faisais la formation de coach qui était aussi très récente en Belgique, donc pas hyper non plus développée, je pense. Pour en avoir parlé avec des gens qui l'avaient fait, ça faisait 1 ou 2 ans qu'elle était lancée, il la trouvait pas top. Elle est très centrée sur aussi tout ce qui est cardio, donc moi ça m'intéressait un petit peu moins. En fait, coaching tout ce qui est endurance, en salle, etc. Perte de poids un peu. Même pas. C'est tout ce qui va être endurance, donc triathlon, tout ça. C'est vraiment très basé. Apparemment, à ce moment-là, en tout cas, c'était très basé là-dessus. Rien à voir avec la musculation. Ouais, très peu, je pense, de ce qu'on m'avait dit. Et par contre, le diplôme de diète, c'est 3 ans en Belgique. En France, c'est 2 ans. En Belgique, c'est 3 ans. Et par contre, c'est certifiant. Donc moi, je me suis dit, bon, vas-y, on va prendre la sécurité, je vais prendre quelque chose de certifiant, je vais faire le diplôme, je vais faire mes études de diète et ensuite, je me formerai dans tout ce qui est musculation. Donc, j'ai décidé de faire les études de diète, j'ai validé mes 3 ans en tant que je suis diététicienne. Et puis après, j'ai commencé à faire des formations. Donc à ce moment-là, t'as fait, nous on s'est rencontrés en fait presque à la fin de ton diplôme de diète. C'est-à-dire que tu avais fait 4 ans d'études en psy et 3 ans d'études en diète. Donc ça fait 7 ans d'études. La meuf aurait pu être médecin. Donc elle a fait pas mal d'études. J'ai arrêté mes études à 25 ans. Donc j'ai arrêté mes études à 25 ans. Et du coup, je me suis lancée dans la vie du travail à 25 ans en fait. C'est pour ça que je me suis lancée si tard. Voilà, donc t'es un super bon exemple de personne justement. Et c'était son premier vrai job réellement, on va dire. Parce que bon, tu travaillais déjà. Ça, c'est un truc que tu peux l'expliquer. Mais vas-y, je te laisse expliquer. En tant qu'étudiante, je travaillais. Ouais, voilà. Parce que chez nous, en Belgique, ça se fait beaucoup. Ouais. Depuis mes 15 ans, je travaillais comme étudiante. Donc, depuis mes 15 ans, je travaillais dans la restauration. Principalement dans la restauration. Dans un magasin, ce genre de choses, mais principalement dans la restauration. Et du coup, j'ai fini mes études en septembre, je ne sais plus combien. J'ai continué mon job dans la restauration que je faisais en tant qu'étudiante, mais du coup en tant qu'employée. Comme ça m'a laissé le temps de me lancer dans le coaching. Donc de septembre. Mais tu savais que je voulais faire du coaching. Mais je savais que je voulais faire du coaching. C'est aussi pour ça que même pendant mes études de diète, je me suis dit, il faut vraiment que je publie sur Instagram, que je commence déjà à faire du contenu. C'était pas hyper pro et tout, mais j'ai déjà commencé à le faire. Et en vrai, je me suis pas donné à fond. J'ai pas développé mes réseaux comme j'aurais pu. Là, franchement, si vous le faites. Oui, mais tu t'es lancé. Ouais, mais au moins, tu t'es lancé. À contrario de plein de personnes, et comme elle vous dit, elle avait 25 ans. Donc, c'est-à-dire que certains là qui ont du mal à se lancer en tant que coach à 21, 22, voire même 23 ans, vous vous rendez pas compte le temps que vous perdez gagnez, en fait. Vous avez encore plein de temps devant vous. Et c'est là où Noémie, elle s'est lancée dans le coaching. Elle avait 25 ans. Donc, premier travail d'elle-même réellement à gagner sa vie à partir de 25 ans. Ouais. Oui, du coup. Dites-vous que j'ai commencé à publier, j'avais pas un compte hyper développé, mais les gens me suivaient déjà, j'avais déjà une petite communauté, j'avais déjà des gens qui me posaient une question. Donc quand j'ai lancé mon coaching, j'ai directement eu des demandes. Je n'ai pas eu 40 clients directement. Non, mais c'est parce que tu as fait le travail en amont. Tu as fait le travail en amont, c'est-à-dire que... j'ai eu déjà des premiers clients, ce qui m'a permis d'avoir des premiers résultats, ce qui m'a permis d'avoir des premiers avant-après. Et de pouvoir en vivre, tout simplement. De pouvoir en vivre. Et au final, donc de janvier à août, je me suis lancée dans le coaching en bossant dans la restauration. Et en octobre, je sais plus, j'ai arrêté la restauration et j'ai fait full-time coaching. Septembre, je crois septembre quand on s'est mis ensemble en fait. Ouais. Réellement, ça faisait 2 semaines, je crois, et t'en avais marre, t'as arrêté, t'as dit que t'arrêtais. Ouais. Donc voilà, comme quoi les réseaux ça marche, ok. Il faut juste des fois se mettre un petit coup de pression. En fait, si vous savez que c'est ça que vous voulez faire ou que et même partager ce que t'aimes aussi. Ouais. Elle partageait ce qu'elle aimait, elle partageait des conseils, des trucs comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'être le plus professionnel, d'être le meilleur dans votre milieu. À ce moment-là, tu avais bien moins de compétences que ce que tu en as à l'heure actuelle, tu vois. Oui, clairement.
Clairement, même au début, j'ai commencé à publier quand j'étais en psycho. Donc, c'est quand je commençais à faire de la muscu. Mais juste, j'avais un mode lifestyle healthy. Donc, je publiais des petites recettes, je publiais mes séances. Au début, sans mettre ma tête. Puis finalement, je mets ma tête. Puis quand j'ai commencé à faire mes études de diète, j'ai commencé à en apprendre plus sur la nutrition. Donc, j'ai commencé à... Mais oui, clairement, au début, c'était même pas... C'est juste du partage de ce que tu dis. C'était juste du partage de ma vie. Du partage, du conseil, etc. Mais parce que ce qui est bien, c'est que Noémie est quelqu'un qui s'instruit énormément. Rien que ça, avant de pouvoir partager ce genre de choses, elle avait déjà conscience de beaucoup de choses dans la musculation et dans la nutrition. Et elle a partagé, en plus, ça c'est un truc justement, je trouve que beaucoup de femmes ont ce souci-là, ce syndrome un petit peu de l'imposteur, où Noémie, elle a mis énormément de temps à partager du contenu sur l'entraînement, parce qu'elle jugeait qu'elle n'était pas en capacité d'être forte à ce niveau-là, alors qu'elle s'entraînait très bien, elle faisait déjà des progs à des clientes, et ces progs, en plus, moi j'étais à côté, donc je voyais ce qu'elle faisait, et puis elle me posait des questions, etc. Donc forcément, dites-vous, c'est important de partager du contenu, etc. Mais bon, des fois, il faut faire attention quand même à ce qu'on se dit. C'est là où justement... Et en fait, il y en a qui attendent trop longtemps avant de se sentir légitime, et il y en a par contre qui pètent un boulon, qui vont faire une compétition de bodybuilding et d'un coup, ça va être professionnel. Ils ont fait de la musculation, ils ont pris un coach 6 mois, 1 an, et puis ils vont se dire. Mais il y en a plein, hein. Il y en a plein qui ont des très bons physiques et qui font. Et ça, faites vraiment attention à vous, les gars. C'est que et les nanas aussi, c'est que en faisant ça déjà, vous pensez que c'est un moyen de gagner de l'argent, ce qui est vrai, hein, c'est un moyen de gagner de l'argent assez rapidement et facilement dû à votre image, mais n'oubliez pas que vous avez la vie de personnes entre vos mains. Clairement. C'est-à-dire que si une personne, c'est un truc tout con, hein, si vous faites une diète à une personne et que cette personne, vous la mettez en déficit calorique, puis que cette personne, en fait, elle finit, je raconte une connerie, mais aménorrhée et qu'elle finit à l'hôpital, ce sera votre faute. Ce sera votre faute. Donc, pareil, si vous donnez des conseils en entraînement, prenez toujours conscience que ce que vous donnez comme conseil pourra avoir une répercussion sur une personne. Donc, une personne pourra se blesser avec les conseils que vous donnez. Donc, c'est là où, justement, faut savoir un petit peu jauger, partager ce que vous faites, partager ce que vous aimez et comment dire, et n'ayez pas peur de partager, mais pondérez vos mots, pondérez ce que vous faites. Ça ne doit pas être quelque chose où vous donnez une chose obligatoire à faire. Moi, je vois souvent des réels, justement, l'autre fois, je suis tombé là-dessus, un réel d'une personne qui mettait en avant le jeûne intermittent, tu vois, mais un jeûne de 48 heures, tu vois. Donc, c'est quand même un gros jeûne, un jeûne de 48 heures. Et qui mettait en avant comme quoi ça avait des très bons bienfaits métaboliques, qu'on pouvait voir amélioration de certains trucs, etc. Et en soi, la personne, ce qu'elle dit, c'est pas mauvais, parce que ce sont des réponses physiologiques qu'on peut voir dans le corps. Sauf que s'il y a ces réponses physiologiques-là, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que si une personne elle se met à sécréter moins d'insuline et plus de GH, ou si elle commence à faire de la cétose, c'est pas pour rien. Ce sont des répercussions métaboliques, mais c'est pas pour autant que ça va vous aider à améliorer votre santé ou quoi que ce soit. Et très souvent, ce seront des trucs éphémères. En fait, c'est comme puis même, tout le monde n'est pas prêt à l'encaisser, donc pour moi, oui, et puis même, tu peux, en fait, ce qu'il dit est peut-être vrai, mais il faut le faire de manière encadrée, tout le monde n'est pas prêt à l'encaisser. Il faut voir les bienfaits long terme. Oui, en fait, les bienfaits long terme de ce qu'on voit de ce genre de trucs, c'est de la merde. Voilà, c'est ça. C'est de la merde. Le seul bienfait qu'on a, par exemple, sur du jeûne, c'est sur des diètes cétose, c'est des personnes qui sont atteintes de cancer. C'est les seuls trucs qu'on a des réels data. On sait que du coup, il y a potentiellement un intérêt. Mais c'est tout. C'est tout. Sinon, dans le reste, il n'y a pas tant d'intérêt que ça, quoi. Non. Donc faites attention à ce que vous écoutez, faites attention à ce que vous partagez. Ouais, exactement. N'affirmez pas des choses dont vous n'êtes pas sûr, parce que ça, on le voit beaucoup sur les réseaux, des personnes qui affirment des choses, que ce soit dans la nutrition ou dans le coaching, qu'elles ont peut-être vu sur les réseaux aussi, j'en sais rien, je ne sais pas d'où elles sortent ça en fait, mais... En fait, quand il y a un but de coaching derrière, c'est là où c'est toujours un petit peu dérangeant, c'est-à-dire que si tu partages quelque chose que tu veux, mais tu peux... et encore éventuellement pondérer ses mots. Mais ensuite, derrière, si tu fais du contenu à but de coaching, c'est là où moi j'ai un petit peu du mal avec ça. C'est que dis pas des conneries alors que ça fait 1 an que tu fais de la musculation pour ça, tu vois. Ouais. Donc c'est là où c'est un petit peu... voilà, après, on se rend compte que ces gens-là n'auront jamais beaucoup de clients, c'est aussi quelque chose qu'il faut se dire. Mais ça peut quand même avoir un impact, surtout quand vous êtes influenceuse et que vous avez
une grosse communauté, quoi. C'est là où justement il faut faire attention à ça. Ouais. Donc voilà. Donc je t'ai coupé dans ton truc. Je te laisse continuer. Vis-à-vis de là où tu en étais, donc tu t'es lancé dans le coaching. Oui, donc je me suis lancée dans le coaching au début que dans la partie nutrition pendant 6 mois, les 6 premiers mois justement de janvier à août. En août, j'ai eu ma certification bayésienne. Donc là, je me suis sentie un peu plus légitime. J'ai commencé à lancer mes coachings nutrition et entraînement. Bayésienne, qui est une formation sur 1 an. 9 un mois. an. 9 mois, je pense, c'était. Je pense que c'était de septembre à juin. Ou 10 mois, du coup. Mais c'est extrêmement exhaustif, c'est énorme. Ah, c'est gros, hein. Vous Franchement, en bouffez, hein. Du crayon, du papier, vous en bouffez. Ah, mais vraiment, toutes les semaines, tu reçois des chapitres de... C'est combien les chapitres? 200 pages, non? Ça dépend, t'en as des plus petits qui font moins de 100 pages, mais t'en as qui font 200 pages, ouais. Donc, voilà. faut être prêt à tout donner, il faut être... Enfin, comment on dit? Puis, il se base sur des études scientifiques, clairement. En vrai, c'est une très bonne formation. Je trouve que déjà, pour tout ce qui est partie nutrition, pour ceux qui n'y connaissent rien, moi, ça m'a pas appris grand-chose en plus. Ça m'a rien appris en plus, mais ça m'a permis de revoir plein de choses. Et de valider. De valider plein de concepts. Et pour quelqu'un qui n'a aucune notion en nutrition, clairement, pour moi, c'est une très bonne formation. Par contre, au niveau de l'entraînement, ça manque. Ça manque. Et malheureusement, c'est pour ça que je la prenais. Mais il faut pousser beaucoup plus les recherches, il faut pousser les formations, etc. Ce qui est bien, c'est que maintenant, il y a quand même des bonnes formations en France. Hein. Pour moi, le truc auquel je pense directement, c'est le truc de Louis, hein, de The Prep Dad, The Advanced Training Mastery, qui est quand même en français, qui se base sur justement des formations comme c'est pas la K2, la N1, non, par rapport à N1, donc N1 qui est une très bonne formation qui est en anglais, voilà, pour l'avoir fait. Il y a aussi, il se base mais aussi il est sur... en collab là avec quelqu'un, je sais plus. Ouais, bref, j'ai plus le nom, mais c'est une très bonne formation aussi en anglais qu'il a importé en français. Donc on va Pour moi, c'est dire une formation vraiment complète. c'est une formation vraiment complète si vous voulez vraiment de l'entraînement bien poussé. Ça parle de bioméca, ça parle d'anatomie. On ne l'a pas fait tous les deux. Juste nous, on s'entend bien avec The Prep Dad, donc on connaît un petit peu ce qu'il fait. Et je pense qu'actuellement, si vous voulez vraiment compléter votre arc, on va dire que c'est une très bonne chose. Et surtout qu'il reprend tout. Donc il y a la nutrition, il y a les entraînements. Non, pas de Training Advanced Mastery. Ah oui, ok, moi je pensais que tu parlais. Non, je parle pas de son mastermind. Je parle vraiment de son... Parce que le mastermind, il reprend tout. Je pense pas qu'il parle autant de training. Peut-être pas autant, non. Non, mais là je parle vraiment de la partie training. Et parce qu'en France, il n'y a rien d'autre. Oui, c'est vrai. En France, il n'y a rien d'autre. Okay. Je pense qu'il y a Antonin Dité et Cap maintenant qui parlent aussi dans leur mentoring de training plutôt avancé, mais autant poussé que Louis le fait, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes. Non, je pense pas non plus. Et puis au-delà de ça, c'est quoi? C'est que c'est un suivi, c'est une formation très, très pratique, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas. On n'a pas de code ou quoi que ce soit à vous promouvoir. C'est juste que c'est des questions qu'on nous pose souvent en fait. Ouais, c'est ça. Quelle formation faire, quel truc faire, etc. Et en vrai, il n'y a pas besoin d'aller chercher. Ce qui est bien, c'est qu'en France maintenant, on a ça. Il n'y a pas d'autre chose. Donc, pour moi, si vous voulez avoir quelque chose de certifiant et du coup pour avoir quelque chose de sûr et potentiellement commencer en salle, etc. Je sais pas ce que tu en penses, mais faites le CQP. Voilà, le CQP. En plus, je pense que c'est... 3 mois. Ouais, c'est 3 mois. C'est 3 mois, c'est 1 000 € je crois, et c'est pris en charge par Pôle emploi ou par des organismes de financement. Donc le CQP et puis ensuite faire la formation quand tu fais en même temps. Tu fais en même temps carrément. Oui, ou en même temps si vous avez Tu fais en même temps ou tu fais un peu avant. Le seul truc, c'est que voilà, si tu veux travailler en salle, pour moi, malheureusement, c'est obligatoire. Donc voilà, légalement, du coup. Donc voilà, vis-à-vis de... Et voilà, après 6 mois, je me suis lancée dans le coaching. Elle s'est lancée dans le coaching et là maintenant, ça fait 3 ans du coup que tu fais du coaching. Ouais. Et c'est tout. C'est tout. Tu coaches aussi des athlètes du coup maintenant? Ouais, là depuis l'année dernière, j'ai eu ma première athlète l'année dernière. Cette année, j'en ai eu une deuxième et là pour 2020. Ça s'est bien passé ta première athlète? Très bien. Moi je sais déjà mais. Ouais, ça s'est très bien passé. Malheureusement, elle a fait qu'un régional parce que pour des raisons personnelles, elle a voulu mettre fin à la prep après le régio. Mais au régio, elle a terminé première de sa caté. Très belles conditions, donc très très contente de ce qu'on a amené. Et là, cette année, j'ai amené
une cliente que j'ai depuis le début. Je l'ai depuis le début, même avant de lancer mes coachings entraînements. Elle m'a pris juste pour la nutrition au début et puis finalement elle a pris les entraînements. Donc ça veut dire 3 ans de coaching. Mais elle revenait très loin. Elle revenait très loin en plus, donc c'était une victoire. J'en ai des frissons là même quand j'en reparle. C'est une victoire qui est très très, au-delà de la place qu'elle a fait sur scène. Parce qu'elle a amené quand même une belle condition et elle est arrivée combien? Sur une scène internationale, une grosse scène en Allemagne, elle est arrivée quatrième en Germanie. En Germanie, en figure. Elles étaient une quinzaine, je pense. Ouais, à peu près, ouais. Par là. Je pense. En tout cas, plus d'une dizaine, ça c'est sûr. En figure en plus, donc il faut amener une grosse condition en figure. Il faut amener une bonne condition. Bikini, donc elle était vraiment bien. Sachant que la nana, du coup, qui s'appelle Julie, on va parler d'elle, était un petit peu en surpoids. Elle était en surpoids. Elle était pas loin des 100 kilos quand même, elle était pas loin, non? Non. Je pense qu'elle était à 80, je sais plus. Mais bref, pas du tout sportive, quoi que ce soit. Non, pas du tout. Quand elle m'a contactée, pour le coup, c'est juste la nutrition, elle faisait même pas de salle de sport. Voilà. Et puis là. Et en 3 ans, elle monte sur scène. Donc, comme quoi, tout est possible. Elle est descendue à 50 kilos, un truc comme ça. 55, je crois. Elle est grande, Julie. Ouais, 55. Donc, elle a perdu plus de 30 kilos. Et à mon avis, en termes de gras, on doit plus se situer vers 40 parce que vous verriez le physique avant. Si ça vous intéresse, allez sur le compte de Noémie, Fit by Noémie, et vous verrez un petit peu tout ça. Donc voilà, ma deuxième athlète l'année dernière et cette année, par contre, j'en ai plusieurs, donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Sachant que tu as des athlètes qui ont déjà fait des compètes aussi. Et ça, c'est quand même assez cool. Quand tu as des clients qui ont déjà fait des compètes puis qui remontent sur scène et que tu amènes un meilleur physique, plus sec. Franchement, ça fait la différence. Donc voilà. Donc, au-delà du fait d'être coach, toi, tu fais aussi du bodybuilding. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Parce que du coup, moi, je t'ai rencontré, tu ne faisais pas de bodybuilding, mais tu t'y intéressais un petit peu. Je commençais à m'y intéresser. En fait, on va dire que je l'ai rencontré au bon moment. Parce que quand je l'ai rencontré, ça faisait justement 2 ou 3 mois que je m'étais dit, vas-y, je veux faire du body, je vais prendre un coach. Donc, j'ai pris un coach avant même de le connaître, avec qui j'ai rapidement arrêté, mais bref. Ensuite, du coup, j'ai rencontré Antoine, qui avait déjà fait sa première compète, lui, quelques mois auparavant. Ouais. Et du coup, on a fait un petit peu notre petit bonhomme de chemin tous les deux. J'ai décidé que Elle m'a rencontré naturel. Ouais, je l'ai rencontré naturel. Sans barbe. Elle a investi, parce que on retrouve des photos de moi des fois il y a 3 ans. J'avais demandé à ChatGPT à quoi ressemblera-t-il. ChatGPT n'existait pas encore. C'est elle qui l'a créé. Mais ouais, du coup, en vrai, je vais passer les premiers mois qu'on s'est rencontrés. À part quand j'ai décidé de faire une première comp, je me suis dit, vas-y, qui est-ce que je pourrais prendre comme coach? Antoine, il avait coaché 2 athlètes. C'est surtout que c'est pas ça, c'est que tu avais fait 3 coachs. J'avais pris 3 coachs. Mais il faut savoir que quand on est coach, on est plus difficile. Plus difficilement coachable. Parce qu'on sait ce qu'on aime, on sait aussi notre façon de travailler et du coup nos exigences, en fait, tout simplement. Et du coup, les 3 premiers coachs que j'avais pris ne me convenaient pas. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais prendre Antoine. Donc, on a décidé après plusieurs discussions, parce que c'était pas une décision à prendre à la légère, non. Clairement. Sachant qu'à ce moment-là, on venait de commencer à travailler ensemble. Alors, on était ensemble depuis 6 mois, on venait de commencer à travailler ensemble. On est parti à l'étranger au bout de 3 mois ensemble. Oui. Franchement, c'était un peu du qui tout double. Notre relation... J'en paye encore les pots cassés. Mais du coup... On a commencé comme ça. Toi, tu avais déjà coaché 2 athlètes. Ouais, ça s'était pas bien passé du tout. Ça s'était pas hyper bien passé. Ça s'est pas bien passé du tout, non. Non, ça s'est pas bien passé du tout, j'ai pris une giga claque. Ouais. J'ai pris une giga claque, mais ça m'a permis de mettre mon ego de côté et d'apprendre à m'améliorer. Voilà. Et du coup, déjà, j'étais sa première athlète féminine. Voilà. Et je coachais pas beaucoup de femmes en plus à cette époque-là, et pas beaucoup de personnes non plus. Non. Il y avait 15 clients, ouais, un truc comme ça. Donc ça te permettait d'avoir aussi une première expérience avec les femmes. Ouais, exactement. Et au niveau de... Il dirait une connerie, vas-y, c'est mon contenu. Ah, ok, oui. Bon, non, c'était pas sa première expérience comme ça. Et... Qu'est-ce que je voulais dire? D'habitude, avant, c'était avec les hommes, mais là, du coup... Ouais, avant, c'était avec les hommes. Arrête, le podcast ne peut pas être... Non, on s'en fout, je m'en fous. Du coup,
Je sais plus où j'en étais. Donc ouais, c'était première expérience du coup pour coacher réellement une femme. Parce que je savais comment tu coachais, j'aimais ta façon de t'entraîner, enfin les trainings. Mais elle avait confiance en moi, en fait. J'avais confiance en lui, lui avait confiance en moi aussi sur ce que je faisais du coup. Ouais. Hein. Et du coup on s'est lancé comme ça. En vrai tu m'as coaché. En fait il faut savoir qu'à ce moment-là on est parti à Bali. Donc on est parti à Bali en janvier, février, on n'a pas suivi de diète, de plan, etc. Ouais. Donc là à ce moment-là après on a été malade, ça nous faisait chier, on voulait notre business. Ouais. Donc en fait on n'a pas suivi de plan, mais on n'a pas pris de poids tous les deux. Non, on a continué à s'entraîner. On s'entraînait, on suivait pas réellement. En fait on mangeait à l'intuitif, mais on n'a pas pris de poids tous les deux, pas pris de gras. On était en maintenance calorique, juste on mangeait pas mal de protes. On connaissait un petit peu comment on fonctionnait. Voilà, mais à ce moment-là, dites-vous, quand on est parti à Bali, je crois qu'on devait tourner entre 1 500 € et 2 000 € par mois chacun, pas plus. Hein. Ouais, donc voilà, comme quoi vous pouvez aussi partir à l'étranger et vivre votre vie tout simplement assez facilement, sachant qu'on mangeait pas trop à la maison non plus, assez rapidement. Donc il faut juste faire les bons choix, quoi. On n'avait peut-être pas les logements, etc. Non, on n'avait pas les logements. C'est sûr que là, vous regardez le logement qu'on a maintenant et le logement qu'on avait avant. Mais en vrai, avec les bons choix, on peut. Avec les bons choix, on peut très bien s'en sortir. Ouais. Ouais. Ça, c'est pour la partie voyage. On pourra en parler après. Ouais, on verra. Mais après ces 2 mois à Bali, on est allé en Thaïlande et là, par contre, on a décidé de reprendre un plan. Là, on a suivi tous une les diète. deux, on en avait besoin. Reprendre une diète, reprendre une diète, etc. Et c'est là que du coup, c'est Antoine qui a commencé à me coacher. Ouais, exactement. Ouais. Donc là, on a fait 2 mois de prise de masse, mais qu'au final, on n'aurait pas dû faire. Et c'est l'erreur que j'en ai tirée. Tout simplement, c'est qu'on est passé, elle était à 63 kg, en 2 mois, elle a pris 5 kg. Donc on est monté à 68 kg et on a démarré sa prépa. On avait quand même du temps, on avait quoi, 25-30 semaines, sauf que ça laisse quand même pas mal de temps naturellement pour pouvoir justement bien sécher. Parce que la première échéance était NPC, le régional. Début septembre. Aux alentours Début septembre, début septembre. Donc on avait quand même pas mal de temps, sachant qu'à ce moment-là, on était quoi, en mars? On a commencé en mai. On a commencé le 1er mai par là. Ok, donc voilà, ça nous laissait 25 semaines. 25 semaines, je pense, un truc comme ça. Bref, on avait 25 semaines et le truc, c'est que du coup, avec ce temps-là, on s'est dit, bon, ça va le faire. On était à 68 kg, on s'était dit, elle va tirer peut-être 15 kg. On a commencé. Et les semaines se sont suivies, elle suivait toujours sa diète, on est revenu à Bali, elle suivait toujours sa diète, ça se passait bien. Je crois qu'à ce moment-là, tu avais un peu sous-estimé le poids que je devais perdre. Je pense aussi, mais du coup c'est là où je reviendrai. Parce que c'est une expérience, voilà, c'était ma première expérience féminine, puis au-delà de ça, c'est quoi? C'est que du coup, moi à ce moment-là, donc comme je dis, je gagnais pas énormément d'argent, mais je savais où je voulais aller. C'est-à-dire que moi, je kiffais le bodybuilding, j'avais commencé du coup à apprendre des produits 6 mois avant, 4-5 mois avant, novembre 2023. Novembre 2023. Ouais. Donc c'était il n'y a pas hyper longtemps. Novembre 2022, on s'est rencontrés en 2022. Je sais plus. Bref, en 2022 ou 2023, je sais plus exactement. Mais du coup, forcément, ça nous faisait comment dire. Ça nous faisait tous les deux, elle comme moi, avoir une première expérience. Et puis moi, je savais où je voulais aller, je savais que je voulais coacher des athlètes. Et à ce moment-là, du coup, j'ai décidé de me faire former, j'ai décidé de me faire aider parce que j'avais envie de passer à une étape supérieure. Donc j'ai pris un mentor à cette époque-là. Je crois que j'ai dû faire bien 15-20 calls ensemble. Donc de formation pendant plus d'1 heure, 1 heure et demie. À apprendre du coup pas mal de choses sur la prépa, pas mal de choses sur la chimie parce que c'était aussi ce qui m'intéressait, pas mal de choses sur l'entraînement, sur la diète, etc. Et ça a duré bien 6-7 mois où je me suis fait former et pendant du coup toute sa prépa. Donc oui, il a pu m'aider en fait à gérer ça. Et donc forcément, moi qui apprends et qui essaye, on a viré pas mal de gras. En tout, je crois que sur la prépa, on a dû en virer 15-16. Mais... Non, même pas. Hein? Même pas. Ah ouais? Même pas. 14. Donc j'ai démarré à 68 et j'ai fini à 55, je pense. Donc voilà, la première comp, j'étais à 56, la deuxième à 55. Donc voilà, donc on avait en tout 13 kilos. Sauf que, du coup, on n'est pas arrivé assez près. On n'est pas arrivé en condition pour le premier show et un peu plus pour le deuxième. Du coup, qui était tiré 2 kilos entre le premier et le deuxième show. Ouais. Entre 4 semaines, je crois. 4 semaines, il y avait. Donc on est arrivé plus sec sur le deuxième show, pas assez sur le premier. Mais du coup, c'est là où aussi, elle,
c'était sa première prépa. Mauvaise expérience. Tout simplement, pas forcément à cause de la condition, même si la condition était décevante pour elle comme pour moi, mais plus parce que en fait on avait tout fait pour pouvoir l'amener en condition et que ça n'avait pas marché. Quand je dis tout fait, Noémie a 7 semaines, 8 semaines, 6-7 semaines, je 6-7 semaines de sa compétition. Elle mangeait déjà 1200 cales, elle avait déjà peut-être 45 minutes, 1 heure de cardio et entre 10 et 12 000 steps par jour. On a augmenté ça au maximum, attention à ne pas refaire, à peut-être 800, 700, entre 700 et 800 calories, je l'ai baissé. Et c'était avant la compétition, donc c'était bien 3-4 semaines avant, avec peut-être 1 heure, 1 heure et demie de cardio par jour. Et 15 000 steps. Ouais, entre 10 et 15 000 steps, on va dire. Voilà, pour la faire vague. Mais du coup, ça fait énormément de dépenses pour très peu de nourriture. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, ça, on l'a appris après, mais Noémie a comment on dit ça ? L'endométriose. L'endométriose. Et donc, elle avait des gros soucis digestifs, en fait, depuis un petit temps en prépa. Et du coup, en fait, forcément, quand vous tirez quelqu'un comme ça qui a des soucis digestifs, ça n'arrange pas du tout le truc. Ça a même fait... Ça empirait pas. Je mangeais rien, mais j'avais le ventre qui explosait. Enfin, c'était... Ouais. Tout simplement, on est arrivé sur la compétition, manque de conditions, sachant qu'on avait beaucoup tiré. On a appris forcément après qu'elle avait l'endométriose, mais au-delà de ça, tous les problèmes de digestion qu'elle a eu en fait, pendant la prépa ne nous ont pas aidés. C'est-à-dire que chaque refeed, c'était un vrai calvaire. C'était problème de digestion sur problème de digestion. Donc elle encaissait pas les refeeds. Il y avait très peu de nourriture qu'elle encaissait spécialement. J'avais pas spécialement faim. Elle avait pas faim. Elle était juste KO. Et en vrai, le truc, c'est que c'est là où, justement, elle comme moi, on y a réfléchi après, hein, mais on a compris bien plus tard, et ça pourra aider aussi certaines personnes, que peut-être on avait tiré trop fort et pas de la bonne manière. Ou du moins, on aurait dû le faire différemment. C'est-à-dire que les 13 kilos à perdre, clairement, on a commencé la prépa trop gras. Trop tard, et on n'a pas tiré... Non, trop gras. Trop grasse, et on n'a pas tiré assez fort. On n'a pas tiré assez fort au début. Parce que tu avais aussi des craintes parce que j'avais moi, j'avais peur, lui, il avait peur. Voilà. Parce que... Donc toi, tu avais peur de me tirer. Il y a tirer. aussi quelque chose qu'il faut dire, c'est que à ce moment-là, Noémie, ça faisait peut-être 3-4 mois qu'elle n'avait pas eu de troubles du comportement alimentaire, parce qu'elle en avait par le passé. Plus, en vrai, ça faisait plus. Mais quand je t'ai rencontré, j'avais encore des TCA. Voilà, quand elle m'a rencontré, elle avait encore des TCA, mais si, ça faisait 3-4 mois. Parce que si tu regardes, on a commencé en mai. Voilà, alors un peu plus, 5-6 mois. 5-6 mois, on va plus dire. Ouais. Donc en fait, ce qui s'est juste produit, c'est quoi ? C'est que moi, j'avais des craintes par rapport à ça. Puis au-delà de ça, c'est que c'est ma compagne. Donc forcément, il y a toujours un petit peu cet affect de c'est bon, c'est un peu dur, il faut qu'elle ait de l'énergie, voilà, elle est avec moi, elle veut travailler. Et c'est là où justement, j'ai eu un gars au téléphone il n'y a pas longtemps et on a discuté. Je lui ai dit, il n'y a rien de plus formateur que de coacher sa compagne. Pourquoi ? Parce que ça t'apprend le rôle de préparateur, mais à foutre tes émotions de côté. Et ça, je pense que chaque prépa qui fait du bodybuilding vous le dira. C'est que le plus compliqué au début, c'est de savoir différencier quelle information est bonne ou n'est pas bonne, et de savoir différencier l'émotionnel du coaching. Parce que là, vous êtes tellement dans une phase où c'est compliqué qu'en fait, si vous êtes trop émotif avec vos clients, en mode là j'ai faim, le client vous dit j'ai faim, là ça va pas, là ci, là ça, et que en fait c'est un client qui se plaint déjà souvent, ou je dis pas qu'elle se plaignait, hein, c'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est que des fois c'est dur. Quand vous voyez, comme moi, je me disais à Noémie, oh, putain, je vais lui foutre 1 heure et demie de cardio là, 1 heure et demie d'escalier. Ou alors même, je vais encore lui baisser la diète alors qu'il mange rien. Même lui baisser la diète, pour moi, c'était inconcevable. Mais c'est là où justement, ça a été cool pour moi d'avoir un mentor dans ces moments-là, parce que dans ces moments où je me disais, c'est inconcevable, mon mentor me disait, c'est possible. Si tu as des mecs qui font 130 kilos, qui mangent 0 g de carbs pendant 3-4 semaines, avant la prep, c'est des mecs qui font 130 kilos, c'est pas pour rien. Si tu as des mecs qui font 2 heures de cardio, c'est pas pour rien. On dit pas que c'est santé, on dit pas que c'est le choix qui est obligatoire. Très souvent, quand ça arrive, le body n'est pas santé dans tous les cas, mais très souvent dans ce genre de situation, c'est pas pour rien. C'est que les mecs doivent être en condition, et du coup, c'est aussi une gestion de la prep de chaque prépa qui est peut-être pas ouf à gérer. Moi, j'ai appris à gérer mes prépas différemment.
après ça. Voilà, aussi, parce que du coup, comme mais on vous alors le disait... d'aujourd'hui, même si tu si je te coachais, t'arriverais prête. Ça serait complètement différent. Ah oui, si je te même coachais, si je t'arriverais prête. t'accompagne et qu'il y a toujours cet affect, parce que tu sais ce que tu dois faire. Voilà, exactement. Et puis elle, maintenant, elle sait aussi comment c'est. Elle sait comment est une prépa. Je à n'ai quel plus de point... TCA non plus, donc... Donc voilà, rien que ça. Mais elle sait, en gros, tout simplement ce qu'elle est prête à devoir encaisser. Ouais. Au final, j'avais très très peur pour cette prépa-là. Au final, t'as pas craqué, j'ai vécu la pire des prépas. Franchement, je ne souhaite à personne la prépa qu'elle a vécue. Vraiment, hein. Je ne la souhaite à personne. Et je pense que c'est simple, hein, j'ai eu d'autres clients derrière. J'ai jamais eu à tirer quelqu'un comme ce que je t'ai tiré toi. Jamais. Et pourtant, j'ai bien essayé un petit peu, mais les clients sur lesquels j'ai un peu trop tiré ont jamais réussi à tenir leur plan. Donc voilà. Mais de ce que j'ai pu remarquer, c'est que cette prépa-là, elle était horrible et je la conseille à personne, vraiment. Et du coup, c'est là où justement, Noémie ensuite a refait une deuxième prep. On a fait notre prep ensemble l'année dernière. On a fait toutes nos compétitions ensemble. Mais ensemble, en tant que couple, pas. Il n'était pas mon coach à ce moment-là. J'avais décidé de prendre un coach. On avait le même coach. On avait le même coach d'ailleurs. On avait le même coach qu'on a plus tous les deux. Non. Du coup, pour des raisons personnelles à nouveau. Mais du coup... Et là, par contre, j'ai trop bien vécu ma prep. Ouais, elle a très bien vécu sa prépa. À contrario de moi qui ne l'ai pas bien vécu. Mais on est arrivés tous les deux prêts. Donc ça, c'était vraiment cool. Et puis on a kiffé nos scènes. Sachant que la dernière prep, tu l'as fait en combien de temps 16 semaines, je pense. 15 ou 16. Ouais, donc non, même 16 pas 4 semaines. Mois, parce qu'on a commencé fin décembre. 16 semaines, t'as perdu combien 14 ? Non, j'ai commencé à 65 kilos et j'ai fini à 55, donc 10 kilos. 10 kilos en 16 semaines. Sachant que nous, on en avait tiré 13 en 30, presque. Pour vous dire, après, elle partait d'une base qui était beaucoup plus sèche. Clairement. Beaucoup plus de... à peu près autant de calories que quand on a... J'étais à moins de calories même. J'ai démarré après à moins de calories. À peu près, non, à 2005. On avait augmenté jusqu'à 2008 tous les deux. Ouais, et là, à 2004. Ah ouais, j'ai commencé à 2004. Donc elle était un peu moins de calories, sauf qu'elle était surtout beaucoup plus sèche. Ouais. Beaucoup plus sèche. Donc c'est-à-dire qu'elle était à 65 kilos. Oui. Alors qu'elle était à 68, sauf qu'il y avait peut-être 7 kilos de gras en moins. Donc après, c'est aussi ce qu'on s'est vu, parce que tu as fini ta prépa, ta dernière prep, là, à combien de poids en poids 54, 55. 54, 55, donc presque le même poids que l'autre prépa. Mais écorché. Genre, c'est-à-dire, quand on vous dit écorché, c'est-à-dire il y avait des stries sur le cul, alors que c'est pas son point fort, d'accord ? Voilà. C'était des stries sur le cul, c'était les quadriceps, des stries sur les quadriceps. Des veines et tout. Des veines de malade, des abdos secs et saillants, un dorsal fibreux comme jamais. Donc ça n'avait rien à voir en termes de conditions. Je pense qu'on avait bien 4 kilos de gras en moins, tu vois. Donc ce qui était vraiment bien. Donc elle a vraiment aussi bien progressé sur son off-saison, ce qui a bien joué. Mais au-delà de ça, c'est quoi ? C'est qu'elle arrivait avec un physique beaucoup plus plein à ce poids-là, ce qui joue aussi grandement. J'ai surtout pas eu de problème de digestion. Elle n'a pas eu de problème de digestion de sa prep. Pas de stress. Pas de stress aussi. Ça, c'est des trucs qu'on a compris que plus tard aussi. Mais moi, Une alimentation qui était pas flexible du tout. Ouais. Au final, parce qu'à sa première prépa, on a fait une diète flex jusqu'à un petit moment. Donc, quand elle a commencé à avoir des problèmes de digestion, on a arrêté. Mais sauf qu'en fait, ça nous a un petit peu mis dans le pétrin. C'est-à-dire que indirectement, on savait pas trop ce que tu dirais, ce que tu dirais pas. Et ça a été un vrai calvaire. Et là, en fait, pendant la prep, j'ai mangé les mêmes aliments que ce que je mangeais en off-saison. Donc, on savait que je digérais très bien. En plus de ça, j'ai clairement appris à gérer mon stress aussi. Donc, le stress, en fait, ça a un impact sur la digestion. Moi, dès que je stresse, j'ai le bite qui explose. Et c'est un problème de l'endométriose aussi. Oui, aussi. Il y a l'endométriose, il y a le fait que je sois une femme, que j'ai un cycle hormonal, tout simplement. Il y a le fait que je stresse, donc il y a plein de choses qui jouent. Mais le fait que j'ai appris à beaucoup mieux gérer mon stress qu'au niveau de l'endométriose, j'avais beaucoup moins d'inflammation, tout simplement parce que tout le travail que j'avais fait derrière, là... tout est lié, de toute façon. Tout est lié. Tout est lié, c'est-à-dire que votre fatigue est liée à votre digestion, qui va impacter votre humeur, qui va impacter votre sèche, qui va impacter... Et en fait, tout est lié. S'il n'y a pas une bonne gestion au préalable en début de prépa, du coup, tout ça, donc rien que pour une femme, commencer une prep en ayant des calories et en ayant un peu moins de gras, donc ce qu'elle a fait, c'est-à-dire que quand elle a été récupérée par son coach, elle était déjà en déficit. Il a continué le déficit, elle a continué à virer du gras, d'accord. Et derrière, ensuite, ils ont refait une mini-masse de très peu de temps. 3 mois. 3 mois, donc 12 semaines à réaugmenter les calories sans qu'elle prenne trop de gras. Je crois que tu as pris 2 kilos. Donc sans qu'elle prenne trop de gras.
Derrière, ça lui a permis de démarrer sa prépa en étant en bonne condition, c'est-à-dire que tu avais déjà les abdos, déjà les abdos apparents, tu avais déjà une taille qui était quand même relativement fine, des épaules qui étaient relativement sèches. Le fessier, c'était toujours le bas du corps était un petit peu gras comparé à ce que on voulait, mais du coup, c'était l'endroit où il fallait tirer de la condition. Après, encore une fois, je pense que j'ai été prête sur le haut après la moitié de la prep. Même pas. À la moitié de la prep, j'étais prête sur le haut. Ouais. Tout ce qu'il fallait virer, c'était sur le bas. Ouais. Après, ça, c'est très souvent chez les femmes aussi, parce que c'est normal. C'est par rapport à tes antécédents. Elle a toujours stocké sur le bas du corps, comme la plupart des femmes, hein, d'ailleurs. Donc, rien que ça, déjà, ça, pour elle était beaucoup plus en confiance. La prépa était beaucoup mieux. Le cardio, elle en a pas eu tant que ça. Non. T'as quoi 20 minutes des fois, de temps en temps. J'avais 10 000 steps. Ouais. Et il m'a mis à un moment donné, il m'a rajouté 15 minutes de cardio post-training. J'avais 4 trainings par semaine, donc j'avais 1 heure en tout, donc 15 minutes post-training. Mais il l'a ajouté, ça a duré peut-être 2 semaines, puis il l'a retiré, puis un peu plus tard il l'a rajouté 1 semaine, puis il l'a retiré. Parce que j'en avais pas besoin en fait, je tirais tellement bien que j'en avais pas besoin. Exactement. Donc rien que ça, quand vous êtes dans un bon environnement, dans des bonnes conditions, c'est tellement important. Franchement, jamais je recommencerai une prep dans les conditions dans lesquelles j'étais la première année. Non, enfin avec le stress, la digestion, pas de rythme. Enfin là, ma prochaine prep, je veux mon cadre bien ancré. Je veux avoir ma routine. Je veux pas. Faut savoir que quand j'ai fait ma première prep, en plus de tout le reste, on a commencé ma prep à Bali. Ensuite, on est rentré, on est allé un petit peu en Belgique voir ma famille. Ensuite, on est rentré, on est allé en France. En fait, j'avais pas du tout de. Puis, t'étais en diète flexible aussi. Indirectement, ça rajoute un stress permanent de devoir calculer sa diète tout le temps, tous les jours, sans avoir les trucs. Le gros problème, c'est que j'avais changement de salle, j'avais pas de routine au niveau du cardio. Enfin, du coup, c'était une fois je le faisais à jeun, une fois je le faisais le soir, une fois je le faisais en post-training. Enfin, c'était toujours fait. Hein. C'était toujours fait, mais il y avait aucune routine, donc beaucoup de stress en plus. Beaucoup de stress en plus, et puis beaucoup de fatigue en plus, parce que c'est une surcharge mentale de ne pas avoir de routine comme ça. Donc, moi, c'est ce que je dis dans tous les cas à mes athlètes à l'heure d'aujourd'hui. C'est hors de question de démarrer une prépa tant que l'environnement n'est pas OK. Et il faut que tout soit OK. Il faut que tout soit OK, que ce soit financier, que ce soit l'environnement dans lequel tu vis, que ce soit le stress au boulot, ce genre de choses. Il peut y avoir du stress, tout le monde en a. Mais tant que tout n'est pas OK, à peu de choses près. Non mais je suis d'accord, il faut être très exigeant là-dessus dans le principe où genre toi t'as pas envie que derrière ça te retombe dessus parce que en tant que coach, la prépa qu'on a faite, moi la condition que je lui ai emmenée, ça m'a porté défaut et puis elle m'en a pas trop voulu parce que forcément il y a des trucs. Voilà, c'est ma copine, c'est ma compagne, elle sait que j'ai tout fait pour, mais ça m'a coûté ça. Puis elle, du coup, elle n'a pas envie aussi que ça coûte à elle-même en tant que coach. Donc, en tant que préparateur, vous devez d'amener vos athlètes prêts. C'est le minimum. C'est le minimum. Moi, je n'en ai pas voulu parce que je suis sa compagne, je sais que c'est sa première expérience, etc. Mais si ça avait été une autre cliente, elle aurait arrêté avec moi. Clairement. Elle en aurait voulu, clairement. Donc, je pense en tout cas. Oui, clairement, moi je suis d'accord. Et ça serait normal. Clairement, ça serait normal parce que si vous n'arrivez pas en condition alors que vous avez suivi le plan, c'est la faute de votre coach. Pas t'en vouloir pour t'avoir tiré, parce que ça pour moi, s'il faut être horizontal. Non, c'est juste que c'était une mauvaise gestion de la prépa. C'est-à-dire que l'erreur non conditionnée, c'est pas possible. L'erreur qu'on a fait, c'est de te remonter. C'est moi l'erreur que j'ai fait, c'est de me dire, je vais lui monter les calories avant de démarrer sa prep pour qu'elle soit haute. Sauf qu'en fait, du coup, en termes de conditions, on était. En vrai, si on avait commencé la prépa à 63 kg, que je lui avais pas trop monté la diète, que je l'avais laissé en légère maintenance et pas augmenté comme ce que j'ai fait, d'accord, parce que je crois que j'ai bien dû l'augmenter de 800 cales. C'est complètement con, c'était complètement stupide. Ou du moins, j'aurais dû le gérer différemment, peut-être monter la diète, mais aussi monter un petit peu la dépense. C'est des trucs que je n'ai pas fait et qui m'ont servi indirectement. Ce qui est bien, c'est que moi, je fais énormément d'erreurs. Je crois que, à tous les niveaux, hein, il m'est arrivé énormément de couilles, même avec la chimie, à moi, personnellement. Et ça me permet justement, tous ces problèmes-là, d'être meilleur dans ce que je fais actuellement. Et puis, indirectement aussi, ça m'a permis de me dire que je pouvais pas faire les choses tout seul aussi. Mais ce qui est bien avec toi, c'est que, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso d'ailleurs, tu te remets énormément en question. Donc, t'apprends tes erreurs en fait. Tu vas pas rester. Si je juge que je fais une erreur. Oui. Après, faut réussir à lui faire voir qu'il a fait une erreur. Ça, c'est autre chose. Quand je souris, on voit plus mes yeux. C'est une connerie. Mais t'es quelqu'un qui te remet énormément en question. Et si tu vois qu'il y a quelque chose qui n'a pas été, tu vas les creuser. Tu vas demander à ton mentor. Tu vas faire. Tu feras plus la même erreur. Ça, c'est sûr. Je cherche toujours à savoir pourquoi j'ai pas réussi. Ouais. Et c'est ce que je vous conseille. D'ailleurs, c'est si vous voulez vraiment évoluer dans
tout business, même dans tout, je sais pas, même dans vos relations amicales, dans vos relations amoureuses, dans tout, en fait, c'est s'il y a une couille qui se passe, c'est essayer de comprendre pourquoi elle s'est passée. D'accord ? Peut-être que c'est votre faute, peut-être que c'est pas votre faute, peut-être qu'il y a des facteurs extérieurs qui ont fait que. Mais si vous avez la possibilité de maîtriser ces événements-là, vous n'en serez que meilleur. Ça, c'est sûr et certain. Apprendre à dissocier les choses sur lesquelles tu as du contrôle et les choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. Exactement. Mais c'est ça dans tous les domaines de la vie. Je répète à mes clients tout le temps. Ouais. Prendre du recul, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, qu'est-ce que j'aurais pu contrôler. Ok, j'ai pas pu contrôler ça, dans tous les cas, j'aurais pas pu contrôler. Et moi, ce que j'aime bien dire dans ces moments-là, c'est que si tu n'as pas pu le contrôler, à ce moment-là, qu'est-ce que tu aurais pu mettre au préalable comme plan pour faire en sorte que justement ça ce soit contrôlable ou que ça arrive d'éviter. Parce qu'il y en a, on reparle de l'aspect financier, autrement. Moi, j'ai déjà eu des clients qui ont fait des prépas et qui n'avaient pas d'argent. Mais ces gens-là se sont mis dans une situation où ils n'avaient pas d'argent, pas en début de prep, mais pendant leur prep. Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'ils auraient pu mettre au préalable pour avoir de l'argent pour leur prépa, pour éviter justement de se retrouver dans la merde. Et ça, c'est un truc trop con, hein, mais en tant que prépa, si vous avez un athlète qui fait une seule comp et que vous vous foirez, mais c'est comme si vous avez qu'une seule chance en fait. Alors que si derrière vous faites d'autres compes et où la personne arrive beaucoup mieux, ah bah c'est quand même mieux. Moi actuellement avec mes clients c'est simple, c'est si tu veux monter sur scène, c'est à minimum 2-3 compètes. Parce que tout simplement, on n'est jamais monté sur scène ensemble. D'accord ? Le but c'est que si la personne a déjà fait une compétition, c'est qu'elle arrive mieux, ça c'est obligatoire, que sa dernière comp, mais ce sera peut-être pas le 100% que je vais emmener. Tout simplement parce que je sais pas exactement ce qui peut se passer. Il y a un facteur stress aussi, on en revient, qui peut justement jouer. La personne, elle remonte sur scène à tous les niveaux, hein, c'est comme ça. Hein. Vous êtes un gars, c'est simple. Hein. Je pense que l'un des plus gros trucs à gérer pour les gros coachs et gros athlètes à Olympia, les plus gros, qui ne montent sur scène qu'une fois tous les ans, c'est le facteur stress. Parce que tout le reste sera good. D'accord ? Mais s'ils n'ont pas un environnement, ils ont beau avoir l'environnement parfait, etc. S'ils n'ont pas cette gestion de ce facteur-là, ah bah c'est mort, ça peut tellement jouer sur le physique. Et eux, leur plus gros truc sur lequel ils doivent jouer, je pense, ça doit être ça. Ça doit être ça parce qu'ils savent qu'ils arriveront prêts, etc. Tout ça, c'est pas un souci. Mais très souvent, c'est ce facteur stress justement qui va un petit peu être déterminant. Mm-hmm. Donc voilà. Et c'est pour ça que moi, j'aime toujours faire plusieurs compes avec mes clients. Toujours plusieurs compes. Pour moi, ça me permet de voir tout simplement qu'est-ce que j'aurais pu améliorer, et du coup essayer de l'améliorer et voir si ça a fonctionné ou pas, si ça a payé. Parce que bon, si c'est pour avoir un meilleur physique mais que ça paye pas, voilà, bon, après en soi ça peut ne pas payer, mais tu peux avoir une line-up qui est un peu plus corsée, ce qui arrive. Donc voilà. Du coup, ce qui est bien, c'est que tu as vachement bien parlé aussi de certaines situations, comment aborder la prépa en tant que nana, parce que une prépa en tant que femme, de vous à moi, c'est beaucoup plus compliqué qu'une prépa en tant que mec. Déjà parce que une femme, pour arriver en condition, c'est beaucoup plus compliqué. Forcément, une nana, elle a besoin de gras pour son cycle, elle a besoin de gras pour plein de choses, comme nous les hommes. On va dire que nous les hommes, on peut se permettre plus facilement de rester à 10% de body fat à l'année, d'accord ? Qu'une nana justement qui reste à 10% de body fat à l'année, déjà c'est pas possible, mais on va dire on peut le mimer par rapport à du 15, 16, voire même 17% pour une femme. Et c'est quand même plus compliqué parce que forcément, des fois il y a certaines nanas, elles n'ont pas de menstruation à ce body fat là. Elles ont les menstruations ne sont pas forcément un signe de mauvaise santé, mais on va dire que c'est quelque chose qui est supprimé à partir du moment où le corps juge que c'est pas vital. Donc il utilise des calories pour autre chose. Et au-delà de ça, du coup, tout ce qui est aspect stress, aspect digestion, aspect tout ça, en fait, les femmes sont beaucoup plus complexes que les hommes. C'est simple, hein, rien que déjà 1 à 2 semaines dans le mois, les femmes ont des soucis à ce niveau-là. Au niveau humeur, au niveau hormonal, au niveau santé, au niveau digestion, rien que... Et il y en a chez qui ça va durer 3 jours, il y en a chez qui ça va durer 2 semaines. Exactement, et ça peut même varier, c'est-à-dire qu'il y en a chez qui ça peut durer 3 jours ou 2 semaines comme tu dis, mais ça peut varier de même pendant la prépa, tu vois. Il y a des personnes chez qui ça va durer plus longtemps à un certain moment, d'autres ça va durer moins longtemps, et c'est là où c'est un petit peu chiant et complexe, mais en même temps que c'est là où c'est cool, parce que c'est là où on arrive à différencier justement les coachs qui prennent les choses en compte et sérieusement, et ceux qui s'en battent les couilles, tu vois. Ouais. Et moi, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'avais pas assez conscience de tout ça avec elle. Et maintenant qu'on a changé un petit peu tout ça, la preuve en est, j'ai amené plusieurs clientes féminines qui sont arrivées
très conditionné, d'accord, et Il y en sans, avait qui sans, sans l'aide de brûleurs, quoi, enfin sans l'aide de produits. Donc c'est plutôt cool. Et Comme quoi c'est possible. Quand tu fais les bonnes choses. Donc voilà. Après, il y a un petit point que j'avais envie de discuter avec toi, parce que du coup, on a fait notre prépa ensemble, comme on vous a dit. On a fait notre prépa du coup de janvier, toi un petit peu avant janvier. 5 jours avant toi, je crois. 5 jours avant. Donc de janvier jusqu'à mai. Donc ça fait que 16 semaines, hein, c'est pas énorme non plus. Allez, un peu plus. 18 semaines, je crois qu'on a fait de prépa en tout. Je sais plus. 18 semaines de prépa. Donc 4 mois. Et du coup, je pense que ça peut être, voilà, en tant que couple, et je pense que ça peut être intéressant d'en parler parce que tout simplement, on va dire que c'est quelque chose d'en même temps très enrichissant et en même temps ça peut détruire un couple. En fait, on entend souvent, c'est soit ça passe, soit ça casse. Soit ça va vraiment renforcer le couple, soit ça va l'exploser. Et il y a des personnes qui préfèrent faire leur prépa à des moments différents de l'année. Et nous, on s'est dit que... on avait déjà fait du coup, forcément, une prépa où toi t'étais en prep et pas moi. Ouais, voilà. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, on va revenir sur la prep qu'on a faite ensemble, mais là, à l'heure d'aujourd'hui, on sait qu'on veut en refaire ensemble. Mais on entend aussi beaucoup de couples qui disent l'inverse, qui préfèrent les faire séparément. Après, nous, on a tellement bien vécu ensemble que, en fait, notre point de vue à l'heure d'aujourd'hui, c'est déjà que si on fait des preps séparément, ça veut dire qu'à l'année, il y en a un ou deux qui est en prep. S'il y en a un qui fait début d'année, un autre fin d'année. En fait, on est tout le temps en prépa. Du coup, on n'a pas de moment de couple. On ne peut pas se prévoir un voyage. En vrai, on peut le faire, mais c'est toujours plus compliqué. Tu ne profites pas de la même façon, etc. Puis même en vivant à l'étranger, en ayant nos familles en France, nos familles en Belgique, c'est pour aller les revoir si on commence à être en prépa à l'année, c'est super compliqué. Donc il y a plein de choses qui viennent. Déjà qu'on prend des remarques souvent, on en prend encore plus. Ouais, parce que nous aussi, nos familles ont du mal à comprendre ce qu'on fait. Ah ça, je crois que mon père il a compris mon travail que récemment. Hein. Ouais, c'est vrai. En te suivant sur Instagram. En suivant sur Instagram, c'est ça. Mais donc il y a déjà ça qui joue. Et puis il y a le fait qu'on a trop bien vécu notre prépa ensemble au final. Oui. Parce qu'en fait, même si j'ai pas bien vécu ma prépa, moi personnellement, parce que ça a été compliqué pour des raisons que j'ai déjà expliquées dans un podcast précédent, si ça vous intéresse. Le fait d'avoir été à deux, ça nous a permis d'avoir un support l'un comme l'autre. Bon, sur les dernières semaines, le support c'était elle, on va pas se mentir, mais ça nous a permis. En fait, on se comprenait. Exactement. On était dans le même mood, on avait tous les deux envie de rien, on avait tous les deux envie de rien. Ouais. Même, il n'y a rien à faire quand on est en prépa, on a beaucoup moins envie de sociabiliser, on a beaucoup moins envie de bouger. En fait, on veut jeter dans notre routine parce que tout simplement, c'est beaucoup moins de stress, parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'a pas... Parce que tu tournes autour de ça, tout simplement. Voilà, c'est ça. Et puis même... Le soir, si on n'avait pas envie de parler, l'autre, il comprenait. Quand moi, j'étais en prépa, sans lui, il faut savoir que quand on est quelqu'un qui prend beaucoup d'énergie, qui parle beaucoup, quand j'étais en prépa, toute seule, et que le soir, il faisait des blagues, il rigolait, il parlait, etc., et moi, je réagissais pas. C'était pas le soir, le pire. C'était pas le soir, le pire, c'était le matin. Tant que j'avais pas pris mon petit déj. Le matin, on allait marcher, puis je balançais des blagues, et puis je voyais un zombie derrière moi qui marchait, et puis qui réagissait pas. Je me disais, oula, je me fais vachement chier, moi. Je me fais vachement chier. Alors que quand on était en prépa ensemble, on allait marcher, on parlait pas, mais on marchait ensemble. Ouais. Ça dépend. Quand je me levais à 3h du mat et que j'allais marcher à 5, oui. J'allais marcher avant que tu te lèves. Oui, c'est vrai. Mais comme quoi, nous, on l'a très bien vécu ensemble. Et ça nous a permis de nous soutenir. Ça arrivait plusieurs fois où justement, quand lui, il a commencé à flancher, où il n'arrivait plus, en fait, il n'encaissait plus, il n'arrivait plus à réfléchir, il était fatigué, il revenait de l'entraînement et il ne savait plus rien faire. Moi je lui disais ok, c'est bon, assieds-toi dans le divan, je m'occupe de tout. Je commençais à cuisiner, même si j'étais fatiguée, je le faisais avec mon cœur, et puis ça arrive dans l'autre sens aussi. Ouais. Voilà, moins souvent sur la fin, mais ça arrivait aussi des moments où j'en pouvais plus et tu m'as dit bon vas-y, je te prépare. Mais en fait ça allait pas bien sur la fin, mais on va dire sur les dernières piques
ça allait plus facilement, où je te préparais justement tes repas aussi. Je t'avais aidé à t'organiser lorsqu'on était parti justement sur tes jours de réussite des fois, mais c'était rare. En vrai, le soutien sur la fin, c'était surtout elle. Mais au-delà de ça, c'est surtout qu'on se comprenait, c'est-à-dire que moi j'allais faire les courses des fois, ou j'allais se passer récup le drive, qu'elle s'entraînait moins que moi. C'était des trucs comme ça en fait, où je l'attendais pour son cardio, ou c'était en fait que des trucs comme ça quoi. C'était c'est en fait Et puis il y a un sujet quand même, je pense que c'est important d'aborder parce que je pense que peu de personnes en parlent, mais l'intimité, la libido dans un couple. La libido dans un couple, ouais. Faut savoir qu'en prépa, la libido, bah voilà, on mange pas beaucoup, en fait nos hormones elles sont complètement. C'est ça, on avait plus de libido, tout comme moi. Voilà, c'est ça. Après 2 semaines de début de prep. Donc, ouais, bah toi on s'attendait pas à ce que ça parte aussi vite, ouais, parce que il faut savoir que ma première prépa, j'avais perdu ma libido peut-être 2-3 semaines avant, mais parce que vraiment 2-3 semaines avant la comp. Avant la comp, parce que j'étais fatigué quoi, et que j'avais envie de juste me focus sur moi. Là, c'était 2-3 semaines après le début de prep. Après le début de prep, donc ça a été très vite drivé en fait, on va dire que forcément, rien que ça, du coup, on n'avait pas d'intimité, mais même c'était très, c'est-à-dire que des fois on pouvait même pas se faire de câlins. C'était au point où en fait on avait juste envie, laisse-moi mon énergie pour moi-même. Même le chat parfois venait près de nous réclamer des câlins, en fait on se sentait oppressé. Et je pense que en gros c'est vraiment le truc en prépa, c'est que vous vous sentez facilement oppressé partout. Ouais. Et en fait vous avez juste envie de laisse-moi souffler. C'est difficile de réfléchir quand on mange pas beaucoup, etc. Ouais. Donc en fait les seules choses auxquelles vous avez envie de réfléchir, c'est à votre routine, à vos repas, à vos entraînements et à votre travail. En fait, les choses essentielles de la vie. Ce que vous êtes obligé de faire. Robotique. Le reste, tout ce qui n'est pas obligatoire, vous avez juste envie d'y penser. Ouais. Et donc répondre aux messages à nos familles, répondre aux messages. Ça, c'est ce qui est vachement bien, c'est que c'est là où justement essayer de faire comprendre à sa famille que chaque truc à penser autre que votre routine vous met en difficulté. S'ils arrivent à comprendre, franchement, ce sera génial parce que vous vous sentirez beaucoup moins mal. Il y a énormément de personnes qui veulent plus faire de prépa à cause de ça parce que tout simplement, leur famille, leurs proches. On n'est pas soutenante. Exactement. Et quand on dit soutenant, on ne demande pas à ce qu'ils vous fassent à manger. Enfin, vous ne demandez pas à ça. Enfin, voilà. Même nous, on ne demandait pas à ce qu'ils nous fassent à manger, pas forcément à ce qu'ils prennent des news de nous. C'est juste qu'en fait, tout ce qui pouvait nous décharger de la charge mentale, même des reproches, parce que forcément, vous avez vos amis, des fois, vous font des reproches, sauf que indirectement, vous ne faites pas exprès. Enfin, vous êtes tellement focus sur vous et moi je me souviendrai toujours de ce moment-là et je l'avais fait mais j'avais pas du tout envie, c'est-à-dire que on était à 8 semaines de prépa, sauf qu'à ce moment-là moi ça allait vraiment pas, c'est-à-dire que c'était pas la bouffe ou quoi que ce soit, c'était vraiment axé, j'avais un souci de régulation au niveau du cortisol à cause des produits qui faisaient que j'étais très fatigué très rapidement, mais en même temps j'arrivais plus à réfléchir, j'arrivais plus à me concentrer. Je dormais très très peu et très peu de manière qualitative, donc en fait c'était très compliqué. Et à 8 semaines après avoir démarré la prépa, je suis allé aider ma famille à planter un olivier. Un olivier c'est 300 kilos, voire même 500 kilos celui-là. Et en fait rien que d'avoir fait ce peu d'efforts là, ça m'a tué pour ma journée complète. Je pense que ça a dû mettre peut-être 1 heure à 2 et on a juste poussé le truc, on a essayé de creuser, etc. Et je pense que c'est là où ma famille a compris justement l'impact que ça avait sur moi, parce qu'ils ne se rendaient pas compte avant à quel point ça voulait me fatiguer. Donc c'est-à-dire que j'ai dû arrêter entre-temps pour aller manger. Je me suis allongé 5 minutes parce que j'étais vraiment pas bien, j'avais la tête qui tournait. Et en fait, rien que ce peu d'effort a fait comprendre un petit peu à mon père, etc. Bon, après forcément, ils ont un petit peu peur pour moi, mais dans les états dans lesquels je me mettais et à quel point j'étais fatigué. Ils m'ont plus jamais rien demandé. Et par contre, pareil, ma mère qui habitait à côté a compris à quel point c'était impactant, mais en même temps, elle voulait nous voir. Donc des fois, elle passait, elle venait nous voir, elle discutait avec nous. En fait, c'était vraiment des petits échanges courts et éphémères, mais qui nous sortaient un petit peu de notre routine sans forcément nous en faire sortir complètement. Parce qu'elle nous disait, ok, vous mangez à quelle heure ? Je passe à ce moment-là. En fait, c'était vraiment très compréhensif. En fait, c'est pour ça que c'est important de mettre des mots. Parce que moi, avec ta famille, ça a été plus compliqué. Ils habitaient loin, donc oui et non en soi. Ouais. Mais ta mère a vachement compris cette année comparé à la précédente prépa.
C'est-à-dire que quand on est allé à des compétitions, elle est venue nous voir, on lui a dit écoute, toi tu lui as dit je fais mes compétitions, donc j'aurai très peu de temps pour m'organiser, etc. En fait, elle est venue carrément me voir jusqu'au Portugal. Déjà, je ne m'y attendais pas du tout. Et en vrai, quand tes parents se déplacent comme ça dans un autre pays, tu as envie de les voir. Eux, ils espèrent te voir aussi, passer du temps avec toi, profiter et pas juste venir te voir à ta con, basta. Et du coup, moi là, j'ai été claire avec elle, comme j'étais claire avec mon père qui est venu me voir en Espagne après. Et je leur ai expliqué, je leur ai dit, écoute, là, je suis à fond dans mon truc. En fait, je suis obligée de me reposer, je suis obligée de pas trop marcher les jours avant la comp. Je dois vraiment suivre mes repas à des heures précises. J'ai mes bilans à faire après chaque repas, etc., etc. Donc, j'ai vraiment mis des mots, j'ai expliqué, etc. Et en fait, ça leur a permis de comprendre et de pas m'en vouloir de se déplacer pour moi, mais de ne pas me voir tout le temps, en fait. Parce que le plus dur dans ce genre de moment, je trouve que c'est t'essayes d'expliquer, mais tu n'y arrives pas très bien. Et les gens ne comprennent pas. Du coup, en fait, ils te disent « Ouais, mais nous, on voudrait faire ci. Oui, mais nous, on comprend pas ça, etc. » Et en fait, du coup, c'est hyper… Des fois, ils ont un discours qui est hyper culpabilisant. Et ça nous est arrivé par le passé. Bon, moi, la première prépa que j'ai fait, j'en ai pas parlé à ma famille, j'ai fait ça dans mon coin et j'en ai pas parlé parce que justement, j'avais pas envie d'avoir cette pression-là. Et cette année, j'ai essayé d'être différent. Enfin, l'année dernière, du coup, dans mon approche, dans mon truc. Et toi, pareil, ta première prépa, on n'a pas du tout parlé. T'as préféré. Après, elle était à l'étranger, donc c'était un petit peu différent. Mais même quand on était dans le sud de la France. Tes parents sont venus te voir. Enfin, ta famille entière est venue te voir. Ma famille entière est venue me voir parce que je leur ai dit écoutez, moi, voilà, c'est mon sport, c'est quelque chose que j'aime. Parce qu'à l'époque, ils pensaient juste, ils ne savaient même pas ce que c'était. Du bodybuilding, qu'est-ce que c'est? Tu vas finir à poil sur scène, c'est cool. Enfin, tu vas ressembler à quoi? Et ils comprenaient pas. Enfin, pour eux, c'était stupide. Mon père, il me voyait poser. Des fois, il rigolait, il comprenait sans comprendre. Il se foutait de moi. Il me disait, il me venait me voir, il me disait Arnold Schwarzenegger. Il se foutait de ma gueule. Et forcément. Mais ce qui est beau, c'est que là, ils sont venus te voir. Ils sont venus me voir et ils avaient déjà un petit peu compris avant. Oui. Mais c'est la première fois où, justement, le soir, quand je suis allé manger avec eux, mon père, et ça a été très marquant pour moi, parce que mon père m'a dit je comprends enfin pourquoi tu fais tout ça. Je comprends enfin pourquoi. Parce qu'en fait, je ne pouvais pas comprendre sans voir la finalité. Et il m'a dit ça en me regardant avec les larmes aux yeux. J'ai des frissons. Ouais. Et ça a été l'un des plus beaux cadeaux que j'ai pu recevoir de ma famille. C'est qu'ils me disent qu'ils étaient fiers au-delà de ça. C'était on comprend enfin le processus, l'aboutissement, et c'est magnifique, c'est incroyable. Ma grand-mère est venue me voir, j'ai une photo avec elle où elle est en train de faire un flex, un double biceps avec moi, que j'ai mis d'ailleurs sur Instagram parce que c'était important pour moi. Ouais, non, parfois on se dit notre famille nous en veut, ils ne comprennent pas, etc. Mais parfois c'est nous aussi qui n'avons pas réussi à l'expliquer, à mettre les bons mots dessus. Et c'est hyper important de mettre les mots sans s'énerver, sans les pointer du doigt, sans leur dire t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'as fait ci, t'as fait ça. On leur expliquer en fait ce que toi tu ressens, comment toi tu vois les choses et pourquoi tu as besoin en fait de. Et on n'a pas besoin des fois et ça c'est un truc que justement parce que la famille de Noémie est venue pendant la prépa, mais on était à 2 semaines de sa compétition et j'avais fait une surprise où en gros il venait la voir pour son anniversaire. Et il y a eu une conversation qui a été compliquée, mais qui a été nécessaire. Et en fait, où forcément ses sœurs et sa mère ont discuté. Et ça a été pas forcément houleux, mais compliqué parce que en fait, elle la voyait mal. En fait, elles ne comprennent pas pourquoi je me mets dans des états pareils. Elles ne comprennent pas. Elles ont peur. Elles ont peur en fait. Elles ont peur et pour elles, c'est complètement insensé en fait de mettre sa santé à mal comme nous on le fait. Et du coup, elles ne comprennent pas. Et du coup, moi, ce que je leur ai expliqué. Il faut savoir qu'en plus, toi, quand t'es en prépa, c'est abusé. C'est-à-dire que Noémie. Elle est tellement tirée des joues qu'on dirait un squelette. On est retombé sur des photos parce que sur le moment, nous, on s'en rend pas compte. En plus, on est tellement dans le process, on s'en rend pas compte. Mais on retombait sur des photos à 4-5 semaines. Elle était, en fait, on aurait dit une anorexique. Et après, c'est comme ça, indirectement, quand t'es une bikini, en plus, t'es toute gringalette, que t'es toute sèche, t'as plus de gras. Sur le haut du corps, comme vous avez dit, elle était déjà tellement sèche. On voyait ses côtes. Enfin, c'était, c'est abusé. C'est clairement abusé comme truc. Oui, clairement, donc ça fait peur. Ma famille qui
Enfin, elles me l'ont dit, on te voit en fait. L'impression qu'elle va crever en fait. Ouais, voilà, on a l'impression que tu vas mourir. On te voit là de semaine en semaine Dépérir. dépérir, que ce soit physiquement, que ce soit au niveau de ton énergie, ta fatigue, etc. En fait, on a peur pour toi, donc clairement dit, on a peur pour toi. Et c'est là que je leur ai dit, en fait, j'ai pas besoin que vous compreniez pourquoi je fais ça, mais juste que vous respectiez mon choix. Et que te supporte, en fait, qu'elle soit là et pour encore, toi, parce que pour passer des bons moments de la vie, mais qu'ils soient autour de toi. En fait, c'est indirectement, c'est ce qu'on demande à, et c'est là où justement, comme elle a dit, c'est important de mettre des mots là-dessus. Vos proches, ils n'ont pas besoin de vous comprendre, mais vous avez quand même besoin d'eux dans ces moments-là, parce que en fait, on a besoin de soutien. On est tellement à mal mentalement qu'on a besoin de soutien, mais on a besoin de soutien de personnes qui ne nous prennent pas plus d'énergie qu'on en a à en donner. Donc, c'est-à-dire que c'est à eux d'organiser leur journée et leurs trucs autour de vous s'ils tiennent vraiment à vous. Et sachant que c'est que temporaire, c'est pas. C'est temporaire. En off-saison, là, c'est à vous de faire des efforts, même si vous avez une diète à suivre ou autre, c'est vous qui avez décidé ça. Donc voilà, exactement. C'est pas à eux d'en encaisser le prix. Voilà. Par contre, dans ces moments-là, c'est important de leur dire, bah, écoute, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de vous, mais ce que je vous demande, c'est que ce soit à vous de vous organiser, que ça ne me rajoute pas quelque chose de supplémentaire parce que je n'y arriverai pas moi. Ça, c'est des choses que vous pouvez demander à votre famille, à votre famille ou à vraiment des personnes. Moi, ma mère qui passait toutes les semaines chez nous, toutes les semaines, elle passait un soir, elle venait discuter, on parlait. Quand on partait, des fois, elle s'occupait de notre chat. Donc ça, c'était vraiment cool, c'était important. Et d'avoir une famille qui soit comme ça, ça aide énormément. Ça aide énormément et du coup, on en vient. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui détestent le body à cause de ça. Parce que moi, j'ai pas eu beaucoup d'athlètes, mais soit des athlètes qui ont été en prépa, soit des athlètes qui sont en off-saison, mais qui ont quand même un mode de vie du coup très carré, qui me disent mais tu fais comment pour que ta famille comprenne, te soutienne, etc. Et c'est là que je leur explique tout ce que je viens de dire. Mais il y a beaucoup de personnes qui se sentent pas comprises et soutenues. C'est un mode de vie qui est à part et le truc c'est que en fait votre mode de vie forcément impacte les autres parce que vous êtes anormal et désolé c'est la vérité ce qu'on fait en prépa c'est anormal. Moi des fois je vois des réels passer où justement les gens ils disent non c'est où ils sont matrixés, ils sont en mode c'est moi qui suis anormal alors que je suis une diète, etc. Mais désolé, mais tout peser, etc., c'est pas forcément non plus quelque chose de très normal. Manger sain, c'est important. Apprendre à manger sain, c'est important. Mais le fait d'avoir des meals comme ça répartis, etc., c'est pas forcément très très normal. C'est pas forcément. Je trouve ça bien. Moi, c'est parce que j'aime faire ça. Après, il faut toujours garder en tête que c'est votre choix. C'est votre choix. Et si vous l'imposez aux autres, vous étonnez pas de finir tout seul. Ça, c'est... Voilà, c'est ça. C'est vraiment un truc. Si vous finissez seul dans ces moments-là. Ouais. C'est pour ça que nous, ça a été important aussi tous les deux de faire cette prep parce qu'on se comprenait et on savait ce que l'autre vivait. Donc rien que ça, déjà, ça nous faisait un soutien. En fait, on est parti de là, on parlait de l'intimité. Oui. On a commencé à parler de la famille, etc. Mais du coup, en fait, ça nous a permis de nous comprendre l'un l'autre, de comprendre ce que l'autre vivait, de comprendre qu'il avait besoin de choses pas énergivores, etc. Et de s'adapter. Voilà. Et puis elle, du coup, forcément, vu qu'elle savait que parce que je suis parti en burn-out pendant cette prépa, elle savait un petit peu aussi comment me gérer, comment me driver, parce que elle connaît ça aussi, vu que tu as été en burn-out pendant un petit temps, ça va de mieux, beaucoup mieux même, de mieux en mieux. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça. Ouais, on n'en a pas parlé. Mais du coup, post-première prépa, et c'est là justement où je voulais en venir un petit peu après. Donc là, on a parlé un petit peu de l'entourage, etc. J'aimerais juste finir sur un mini truc. Vis-à-vis de l'entourage, donc, c'est important de réussir à expliquer à vos proches, si vous souhaitez les garder. Les gens qui ne comprennent pas, il ne faut pas forcément faire un trait dessus. C'est peut-être vous qui avez mal expliqué. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire justement que la prépa, ça fait un tri dans les amis, dans tout ça. Je suis complètement d'accord. Avec ça, ça fait un tri. Mais dites-vous, c'est important aussi des fois de se mettre à la place des autres, en mode, vous passez d'une relation où une personne vous donne de l'attention à d'un coup tellement auto-centré et égoïste qu'en fait, vous n'avez même plus de news, la personne ne prend plus de news de vous, quoi que ce soit. Comment vous avez envie, faut se rendre compte comment la personne peut avoir envie de continuer à être pote avec vous, alors qu'en fait, vous ne lui apportez plus d'attention, en fait, vous n'essayez même pas de prendre de ses nouvelles, etc.
Et c'est là où justement il faut aussi des fois se mettre justement à la place de l'autre et se dire c'est normal que cette personne me fasse des reproches comme ça parce que moi indirectement je vais pas bien l'expliquer. Donc si vous souhaitez rester ami avec certaines personnes qui vous sont chères, prenez du temps dans un premier temps, peut-être avant la prépa, leur expliquer écoute là je vais avoir ça, je vais faire ça, etc. Ça va être compliqué, on va peut-être moins se voir, moi j'aurai sûrement besoin de toi dans ces moments-là. C'est sûr que si tu arrives à mettre un petit peu ton organisation autour de moi dans un premier temps, ça peut me permettre de vivre beaucoup mieux ma prep et puis j'ai pas envie de te perdre, tu vois. Donc autant pour votre relation amicale que votre relation de couple. Donc c'est là où justement il faut lui expliquer que ça va être des petits efforts pour elle ou pour lui qui vont être peut-être gros par moment, mais au final c'est juste comprendre que tu vas être égoïste pendant un petit temps et que c'est pas forcément que tu le veux, mais c'est que c'est obligatoire si tu veux arriver dans les meilleures conditions. Voilà, sinon vous n'arriverez pas prêt, de toute façon. Ceux qui mettent pas leur prépa en priorité, ils n'arrivent jamais prêts. Non, ça c'est sûr. Donc voilà. Et du coup, je voulais absolument parler de ce sujet-là, sur le fait de revenir en santé post-compétition, parce que du coup, on a beau dire ce qu'on veut, la prépa, c'est pas santé, d'accord, que ce soit naturel ou non, d'ailleurs, et des fois même c'est pire non naturel, ok. Enfin, c'est pire naturel, autant pour moi. Et c'est là où justement je voulais en venir. Pour une prépa, il faut ne pas s'écouter. Il faut ne pas s'écouter, et ça, il faut vraiment en avoir conscience, c'est que vos signes vitaux vont être mis à mal. C'est normal, vous faites quelque chose de contre nature. Le corps aime l'homéostasie, d'accord? Donc il aime quand tout est lisse, c'est comme ça. Et partir en haut ou partir en bas, il n'aime pas. C'est comme ça. C'est normal. Donc être dans des zones comme ça d'inconfort, le corps n'aime pas. Il va forcément réagir. Il va réagir par la fatigue, il va réagir par l'inflammation. Vous allez avoir des douleurs, vous allez vous sentir fatigué, vous n'allez pas bien dormir, etc. Tout ça, ça fait partie du truc. Vous allez avoir les jambes lourdes. C'est obligatoire. Le plus important, c'est quoi? C'est de manager tout ça. Mais quand on dit manager, c'est pas l'enlever, c'est faire en sorte que ça arrive de manière moins fréquente et moins extrême que ça pourrait être. Mais n'oubliez pas que votre objectif principal, on fait un sport qui est demandant, mais un sport qui est extrême, d'accord? C'est un sport de compétition. Ok, vous n'êtes pas là à faire du foot avec Didier sur la pelouse un samedi entre 16h et 18h, puis aller faire la troisième mi-temps derrière. Ok, là, dites-vous que le bodybuilding, c'est un sport où que vous soyez amateur, petite compétition ou professionnel, vous faites la même chose. Il n'y a pas de différenciation. Les sacrifices sont les mêmes. Les sacrifices sont les mêmes. Si vous voulez arriver en condition, du moins. Oui, du moins. Et c'est là où justement, haut niveau d'exigence demande haut niveau de sacrifice. Et c'est obligatoire. C'est obligatoire. Et ça, je pense qu'on sera d'accord. Et tous les coachs, les vrais coachs, les bons coachs de prépa, tous les gros athlètes vous diront la même chose. Tu ne peux pas aller à un point justement de conditions extrêmes sans faire des choses extrêmes. Et c'est comme ça. Alors, tu peux faire en sorte que ça se passe bien. Comme on vous l'a dit, par exemple, avec sa première prépa, on aurait pu arriver mieux si on avait été dans des conditions plus extrêmes dès le début et peut-être limiter un petit peu plus la perte de gras sur la fin, que ce soit moins compliqué. Mais tu peux pas te permettre de dire oui, je suis athlète et j'arrive en condition si tu t'es pas prêt à mettre si t'es pas prêt à mettre ta vie de côté, clairement. À mettre ta vie de côté, puis à être fatigué, à avoir les jambes lourdes. Faut pas voir midi à 14h, c'est-à-dire si tu n'arrives pas prêt. En fait, tu vas avoir faim, tu vas être fatigué, tu vas galérer à récupérer, tu vas être désagréable. Exactement, il faut en avoir conscience. Et là, c'est un truc justement, pourquoi est-ce que toi, tu as mieux vécu ta deuxième prépa, sûrement que moi. Parce qu'elle s'est mise dans des conditions où sa prépa numéro 1 était tellement horrible. Elle avait peur. Alors que moi, ma prépa avait été dure. Ma prépa avait été dure, mais j'avais beaucoup mieux vécu. Pourtant, j'avais fini à 1100, 1200 cales. Donc c'était quand même pas mal, mais j'avais pas le même niveau de condition déjà. Mais j'ai beaucoup mieux vécu ma première prépa que ma deuxième. Bon, après, il y avait la chimie, etc., qui rentrait en jeu, qui n'ont pas aidé. Mais je sais que ma troisième prép, là, qu'on va faire du coup normalement en fin d'année. Là, t'as peur. Là, j'ai la flip. Je me chie dessus, mais du coup, je sais à quel point j'ai vécu une prépa dure. Et je sais que je pourrais revivre une prépa qui sera dure, et je pense que je ne revivrai pas une prépa aussi dure que j'avais fait. Elle sera sûrement dure, mais je ne l'aborderai pas de la même manière.
Donc rien que ça aidera. Ouais. Le fait de se préparer mentalement à ce que ce soit dur. Un peu comme une série, tu sais, un peu comme un set. Une série que tu vas effectuer, tu sais que tu as une grosse charge. Si tu l'abordes en mode tranquille, et si tu l'abordes en mode oh putain, ça va être dur, ça va être très compliqué, mais il faut que je me détruise, ça passe beaucoup plus facilement. Ouais, non, mais c'est vrai, et je pense que Se conditionner. je l'ai aussi bien, parce que clairement ma deuxième prépa, elle a été difficile aussi, hein, faut pas croire. J'ai eu une condition que je n'ai jamais eue. Mais tu t'es conditionné hormonalement parlant, clairement, je n'ai jamais été aussi basse. Non. Donc j'étais aussi fatiguée, j'avais aussi faim. Là j'avais faim, puisque j'avais pas de problème de digestion, j'avais plus faim. Enfin, ça n'a jamais été un problème chez moi la faim parce que je pense que j'arrive à me conditionner. Je sais que je vais avoir faim donc je mets ça de côté. Mais la fatigue, la récup, le fait de fin de prep, galérer à travailler, galérer à réfléchir, à me concentrer, etc. En fait, je l'ai tellement mal vécu la première que là j'avais peur de cette deuxième prep et ça a été plus simple entre guillemets, donc je l'ai mieux accepté. Alors que oui, pour lui, en fait, vu qu'il a abordé sa prep en mode easy peasy, en mode je sais que je vais le faire, je sais que je vais y arriver, il y a pas de problème. Oui, ça va être dur, mais ça va le faire. Je suis prêt à le faire, voilà. Après bon voilà, il y a aussi les produits, il y a aussi en fait j'ai eu après écoutez mon podcast avant, j'ai pas envie d'en reparler. Si ça vous intéresse, j'en parle pendant 1 heure. Donc au moins vous voilà, c'est le podcast numéro 12 je crois. Ou 11 ou 10, putain, je sais plus. Il y a beaucoup de chiffres. Donc mais oui, c'est sûr que la façon, et ça je l'ai répété à une cliente il y a pas longtemps, la façon dont tu abordes la prépa. En fait, moi, je vais être beaucoup plus sereine avec une nana qui a peur de sa prep, comme une nana qui a peur de son post-comp et de se foirer sur son post-comp, qu'une nana qui va se dire non, mais ça va le faire, non, mais facile. C'est bon, post-comp, je vais essayer, etc. Mais moi, c'est pareil, la seule personne qui a bien géré son post-comp avec moi, c'est une nana qui en avait extrêmement peur. Ouais. Extrêmement peur. Toi aussi, hein. Ouais. Ton post-comp, c'est tous ceux qui ont peur de quelque chose, en fait, se mettent beaucoup plus de barrières, j'ai l'impression. Et ça, c'est vraiment cool. Et c'est hyper important. Mais en fait, c'est se préparer mentalement. Et ça. Si tu te dis easy, moi je me suis dit easy, t'inquiète, j'ai fait 10 kilos en 3 jours. oui. Non, moi je préfère. Et je vais parfois je vais même mettre en garde les filles que j'ai pour leur faire peur, entre guillemets. C'est pas méchant ce que je dis là, je veux pas leur faire peur non plus, mais je veux vraiment les mettre en garde et leur faire prendre conscience que ça va pas être facile, ça peut arriver. Et si ça arrive, il faudra faire avec en fait. Il faudra faire avec et réussir à manager tout ça. Ouais. Donc, je suis d'accord. Et du coup, c'était le sujet justement derrière, c'est que ta première prépa, t'as mis combien de temps à revenir réellement en santé ? Très longtemps, puisque j'ai fini ma prep en octobre. En mars, ça n'allait toujours pas, j'ai pris des antidépresseurs. Voilà. Alors que là, du coup, tu es revenu en santé au bout de combien de temps ? 3 ou 4 mois. Attends, mai. 2 mois, 3 mois ? Non, attends. Réellement. On a fini début mai et c'est à partir de fin Après, c'est parce que y a aussi, fin ou début septembre que là il y a aussi quelque chose, c'est que après la compétition, cette dernière, on a eu du mal à avoir un cadre. Toi comme moi. On a eu du mal à avoir un cadre parce qu'on bougeait partout. Tout le temps, il n'y a pas un week-end où on n'était pas chez nous. En Belgique, on a profité avec des copains. On a eu des mariages, on a eu des trucs comme ça, pas mal. En fait, tous les week-ends étaient pris. On s'est mis aussi la rate au courbouillon parce qu'on savait qu'on partait à l'étranger. Ouais. Et du coup, on voulait voir tout le monde avant de partir. Exactement. Et c'est peut-être pas les meilleures conditions non plus. C'est là où aussi, justement, post-comp, potentiellement, ce qu'on vous conseille. Restez dans votre routine. Ouais. Et ça, les gens vont avoir du mal. Ils vont se dire, putain, mais attends, on a attendu, je veux profiter. Mais en fait, il faut limite ne pas leur dire que vous finissez. Si, mais en vrai, faut leur dire, ok, j'ai fini ma prep, mais il faut quand même. Là, le prochain mois, ça va être pareil. Je vais continuer à suivre mon plan. Le post-show est plus dur. Autorisez-vous 1 à 2 repas dits par semaine. Mais déjà faites-le intelligemment et le reste du temps par contre suivez votre cadre, suivez votre plan, ne fonctionnez pas en diète flexible, ne fonctionnez pas en intuitif, même s'il y a des personnes qui disent j'ai fonctionné intuitif, c'était le mieux, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai, très souvent les gens qui vous disent ça, c'est juste qu'elles ont repris 10 kilos très rapidement. Et franchement... Après je dis pas qu'il faut pas reprendre du poids rapidement non plus. La première prep justement, moi j'avais de nouveau très peur de ce post-comp, de foirer mon post-comp, de retomber dans des TCA, de reprendre du poids, etc. Tu avais aussi tes soucis de digestion encore, donc ça nous a permis d'être beaucoup plus patients. J'avais des soucis de digestion, mais du coup, on est passé de 1000 cales à on a augmenté petit à petit parce que je voulais pas prendre du poids, parce que j'étais chiante et que j'avais peur. Du coup, on a réaugmenté seulement à 1400 cales. Je crois qu'au bout de 6-8 semaines, tu étais enfin à 1800 quoi, mais c'était 1800.
C'est pas énorme, hein. Ouais, donc puis j'ai repris cardio. très lentement du poids, j'ai continué à faire du cardio, etc. Et c'est ça, je pense aussi c'est ça clairement qui m'a pas aidé non plus à revenir en santé rapidement. Non, clairement ça n'a pas aidé, sachant que comme on a dit, elle est partie en dépression. Mais encore une fois, c'est là où moi cette manière-là, j'aime pas trop. Post-compétition, de toute façon tout le monde fera de la merde à moins que vous en ayez pas peur. C'est comme on vient de dire, même si vous avez un plan, etc., si vous n'avez pas peur de reprendre du poids, ça vous ferait de la merde. C'est sûr à 100%. Et puis si vous n'avez pas d'objectif derrière, et ça je l'ai vraiment remarqué, c'est que si vous avez des clients qui font une prep, il faut directement mettre des objectifs. Ok, là, nous, notre but, c'est d'aller gagner à cette prochaine compétition. Ou là, notre but, c'est de faire assez de muscles, sauf que si tu grossis trop vite, ben voilà. Et indirectement, si vous ne mettez pas des objectifs, c'est comme pour tout, hein, comme pour les personnes qui perdent du poids, etc. Si vous ne leur dites pas, ok, ben, en 12 semaines, là, j'aimerais qu'on perde 8 kilos, ben, les gens, ils vont se dire, ah, ok, ben, je vais les perdre en 6 mois alors. Et c'est là où, justement, ils vont être moins exigeants avec eux-mêmes. Et lorsque, justement, vous êtes athlète ou coach, vous devez être exigeant avec vous-même. Et c'est comme ça. Vous ferez de la merde en post-compétition, il y a tout le monde qui fait de la merde, en tout cas sur ces premiers trucs. Et après, ce sera exclusivement dépendant de ce que vous voulez, quoi. De comment vous décidez de le faire. Ouais, c'est ça. Puis, par exemple, nous, notre prochain post-comp, on sait, parce que là, le exactement. Bon, lui, Non, mais indirectement, on sait pourquoi c'est arrivé. Aussi, c'est que nous, on s'était prévu plein de repas avec plein de copains, et parce qu'on a vu du monde, etc. Et même si, en fait, on avait fait les choses bien à la base. On s'était dit, cette semaine-là, on voit eux, cette semaine-là, on voit eux, pour ne pas non plus que ça soit extrême. Exactement. Et au final, on a quand même fait de l'extrême. On a quand même fait de la merde. Quand même fait... Parce qu'on a envie de goûter des choses différentes. On avait envie des choses de manger. qu'on n'aurait pas dû faire, c'est par exemple faire des buffets à volonté. On a fait 3 et on n'aurait pas dû. On n'aurait pas dû parce qu'en soi, même si, toi t'as peut-être mangé beaucoup, mais par exemple on a fait un italien, j'ai pas mangé énormément non plus, mais mon corps il est plus habitué à ça, il est plus habitué à encaisser. Donc après j'étais Moi mal. j'ai fait une hernie ombilicale à cause de tout ça. Pour vous dire, c'est des conneries. Et puis je faisais tellement de rétention d'eau, j'avais les chevilles de femme enceinte, enfin c'est n'importe quoi. Non. Donc ouais. Pendant un mois, gardez votre routine, ne faites pas des repas libres excessifs, pas de trucs à volonté, non. Et petit à petit, déjà, vos hormones vont se réguler, donc ça sera plus simple à gérer. De toute façon, il faut se dire que vous avez mis plusieurs semaines à perdre ce gras-là, vous avez mis plusieurs semaines à dégrader votre santé. La santé ne reviendra pas en 4 semaines, même si vous reprenez tout ce poids-là. En fait, c'est ce qu'il faut vous dire. C'est limite encore pire. C'est limite encore pire, comme elle dit, parce que dans tous les cas, en fait, imaginons, on parle de juste profil lipidique. Vous avez le LDL et HDL qui sont assez intéressants à prendre dans ces valeurs-là. Vous avez un HDL et un LDL en fin de prépa qui sont très bas. D'accord ? Mais si en 4 semaines vous reprenez 10 kilos alors que vous en avez perdu 10, vous inquiétez pas, votre HDL sera toujours très bas et le LDL par contre pètera les plafonds. Exploser, ouais. Donc ça c'est un truc justement, faut vraiment se dire que c'est pas parce que vous reprenez du poids que vous allez être en santé. Non, c'est pas vrai du tout. Ce sera le temps que vous passerez justement en maintenance calorique potentiellement, qui fera que vous serez en santé. Après, si mentalement, moi j'avais besoin de ça post-compétition parce que j'étais hyper mal mentalement. Et j'étais prêt à délaisser ma santé physique plutôt que ma santé mentale. Mais c'est parce que j'étais vraiment au plus bas, c'est-à-dire que... Mais t'arrivais même pas à te mettre des stops, c'est moi à certains moments que j'ai réussi à te mettre des stops parce que je n'y arrivais pas. Puis je te mentais sur ce que je mangeais. C'est encore, je le découvrais souvent. Ouais. J'allais à Lidl et puis je passais sur le rayon pâtisserie. C'était pas ouf ça. Moi, de toute façon, elle le voyait. Elle le voyait parce que des fois, ça arrivait une fois. Ah bah on peut expliquer. Oui, on peut la raconter. Allez, celle-là, il vient. On peut la raconter et on peut la raconter celle-ci. Juste, on finit là-dessus. Ensuite, on vous raconte une anecdote comme ça au moins. Vous restez un peu jusqu'à la fin du podcast. Okay. Donc, prenez le temps pour revenir en santé. Voilà, ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est pas... On va dire globalement, ça prend entre 6 à 8 semaines, moi je dirais, d'avoir une régulation normale des hormones. On va dire 6 à 8 semaines. Et ça dépend encore une fois du niveau de condition. Parce qu'il y a des... je me fous de la gueule de certaines personnes. Il y a des nanas qui vont dire oui, je n'étais pas en santé, j'ai perdu mes menstruations. Moi j'ai fait une prépa en santé parce que j'ai gardé mes règles. Déjà, c'est hyper dépendant de chaque personne. C'est-à-dire que moi j'ai des clientes en dessous de 1800 calories, elles perdent leur menstruation, même en dessous de 2000. J'en ai quelques-unes comme ça. Et je suis obligé de monter très très haut en termes de cale pour pouvoir faire en sorte qu'elles les récupèrent. Mais parce que les menstruations, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend, encore une fois, du stress, de tout ça. Voilà, vous êtes des nanas, donc
indirectement, il y a beaucoup de choses qui impactent votre vie, bien plus que nous les hommes, qui réfléchissons beaucoup plus avec notre bite. Voilà, on va pas se mentir. Donc, on va dire que notre cerveau, il part moins en éventail. Donc, moi, ce que je dis, c'est un peu extrême. Hein. Et je vais peut-être me faire bâcher en disant ça, mais... Ah, mais moi, je suis 100% d'accord avec toi, donc tu peux y aller. Si t'as pas perdu tes menstrues, c'est que t'étais pas suffisamment conditionné. Exactement. Voilà. Ok, c'est peut-être un peu extrême, mais... Non, mais c'est vrai, pour moi, c'est vrai. Genre, si j'ai jamais vu une nana conditionnée avoir toujours ses menstruations. Et la preuve en est pour toi. La preuve en est pour toi, sa première comp, elle a pas perdu ses menstrues. Elle a pas perdu ses menstrues. Et sa deuxième comp, elle les a perdues un mois avant. Tu les as perdues un mois avant. Et du coup, non, ma première prépa, je les avais pas. Sur la première comp, si, je les avais perdues. Ah oui, mais peut-être rien, mais genre une semaine avant. Pour le deuxième show, je les ai perdues. Oui, mais parce que le premier show, j'étais avant. pas du tout conditionné. Enfin, pas du tout, j'abuse, mais je manquais vraiment de conditions et j'avais toujours mes menstrues. Le deuxième show, je manquais toujours de conditions, mais j'avais perdu. Elle a eu ses menstrues sur les deux shows. Hein. Non. Si, sur le deuxième aussi. Non, non, j'avais les symptômes, mais j'avais. Ah oui, t'avais les symptômes, t'avais un SPM. Mais j'avais les symptômes comme si je les avais, mais j'avais rien quoi. Et par contre, sur ma deuxième PrEP, je les ai perdus un mois avant. Moi, je suis quelqu'un qui garde mes menstrues très très longtemps. J'en ai des comme ça aussi. Je les récupère assez rapidement. Je peux être à 1200 cal et toujours avoir mes menstrues quoi. Voilà. Tant que la condition n'est pas là, je peux toujours avoir mes menstrues. Exactement. Mais très souvent, voilà, on va pas se mentir que si et encore une fois, on en revient. Pourquoi est-ce que tout simplement elles partent, c'est parce que le corps décide que c'est un processus qui n'est plus nécessaire. Et la preuve, du coup, que ce n'est pas un signe de santé non plus, parce que quand je suis à 1200 cal et presque prête non plus, mais je le suis toujours pas, je suis clairement pas en santé. Non. Enfin, et pourtant, j'ai toujours mes menstrues, donc pourtant, ça peut rien dire. Et pourtant, certaines nanas qui sont en dessous de 2000 cal, si elles les perdent, c'est pas forcément qu'elles sont plus en santé. C'est juste le corps qui choisit un petit peu là où il met son attention. Exactement. Donc, mais du coup, là, je suis d'accord avec elle. Si vous arrivez sur scène, et ça va pas faire plaisir à plein de meufs, hein, parce que c'est des trucs qu'on voit passer sur les réseaux sociaux et qui, nous, ça nous fait rigoler. Si vous arrivez sur scène et que vous avez encore vos menstruations, très souvent, c'est que vous manquez de conditions. Ok ? Donc voilà. Ça, c'est un clap de fin. On raconte ta petite anecdote parce qu'on leur a demandé de rester jusqu'à la fin pour l'anecdote. Du coup. Puis on finit. Alors, anecdote, du coup, c'était quoi l'anecdote ? L'anecdote, c'était en post-compétition. Du coup, je prépare à manger. Nous sommes le soir. Antoine est parti faire les courses. Ça fait combien de temps, là ? Peut-être une semaine post-comp ou deux ? Un mois ? Non, je rigole. Non, allez, ça fait deux. Je l'ai fait pendant plus d'un mois. Antoine allait faire les courses. Il n'avait pas besoin de moi. Bizarrement, pour aller faire les courses, il n'avait pas besoin de moi. Attends. Déjà, habituellement, on faisait des drives pendant la prépa. Au moins, c'était plus facile. On sortait de la salle, on prenait le drive, hop, on rentrait à la maison, on avait les courses. Et là, Noémie, elle adorait faire les courses. Donc, on s'est dit, allez, on fait plus de drive, etc. Sauf que. Mais j'adorais faire les courses parce que j'aimais bien reprendre des petits trucs. Moi, j'étais en diète flex en post-comp. Voilà. Sauf que, alors quand elle dit diète flexible, c'est juste qu'elle se rajoutait des fois du petit fromage, des trucs comme ça. En fait, des trucs avec un peu plus de goût que juste du riz et du poulet et de la sauce zéro. Et du coup, ce qui se passe, c'est que vu qu'elle voulait faire les courses, donc des fois il manquait des trucs dans le frigo, donc je me proposais d'aller faire les courses. Tout seul, parce que je revenais de la salle ou je sais pas quoi. Et forcément, du coup. Donc moi je prépare à manger, j'explique mieux que toi, donc c'est moi qui explique. Elle explique son point de vue, c'est très marrant. Donc je prépare à manger, etc. Il arrive, je lui sers, et là il me fait. Je finis de manger. Non, tu finissais pas. Si, je finis de manger. Non, si, je finis de manger. Après, j'ai pas faim aujourd'hui, qui me dit. Non, je finis de manger, je dis, ça m'a bien calé aujourd'hui. Non, je pense que je t'avais pas encore. J'ai fini de manger. Et je dis, comment ça, t'as pas faim, enfin, t'as mangé quoi ? Rien. Elle me regarde en rigolant, elle me dit, t'as mangé un truc ou quoi ? Ouais, parce que là, j'étais là, c'est pas possible. C'était impossible qu'il n'ait pas faim. Et là il avait encore la faim. Et là, j'étais comme ça, et là, je regarde mon assiette, et là, je vois son sourire. Elle me dit, dis-moi. Je dis, dis-moi. Il me dit non, je dis bah si, dis-moi, me mens pas. Mais et comme un enfant, j'étais trop gêné. C'était trop rigolo. Je savais que j'avais fait une connerie. Une bêtise là. Et puis il me dit, je te dis tout. Est-ce que c'est je te dis la vérité, je te dis tout ou je te dis pas tout? Tout ce que j'ai mangé. Il commence à m'énumérer tout ce qu'il avait pris à Lidl. Et en fait, le problème c'est que Lidl, vous êtes des enfoirés, hein, vraiment. Vous êtes vraiment des bâtards, hein, parce que tu rentres dans le magasin, t'as cette odeur de pâtisserie dans le nez. Prendre des responsabilités en main, c'est toi, c'est pas Lidl. Voilà. Mais attends, désolé, c'est... Ah, ils gèrent bien leurs trucs, ils sont bons.
C'est bon, parce que si tu vas faire des courses, t'as faim, tu prends ça en premier, petit encas. Donc bref, du coup, c'est jamais surtout... jamais leur faute, toujours la faute des autres. It's men. Sorry, it's men. Donc forcément, moi j'arrive, je prends les trucs, et puis en fait le souci c'est que, bon, ceux qui connaissent, hein, voilà, j'avais zéro volonté, j'en ai tellement eu pendant toute la prépa, en fait à pousser plus qu'avec le mental, mais parce que c'est une merde hein, en fin de prep, et là du coup j'ai une grosse merde post-compétition. Voilà, faut savoir que c'était du 10 000 4 challenge tous les jours quoi, avec moi, et le truc c'est que j'avais aucune barrière, aucune restriction, je ne m'en mettais pas et j'avais pas envie de m'en mettre, mais c'est pas bien, hein, c'est pas du tout quelque chose que je conseille vraiment. Et en fait, je passe dans le juste à peine je rentre, puis en fait, t'avais les odeurs et puis je me dis bon, bah, écoute, j'ai faim, vas-y. Hein. Et du coup, ça y est, sauf que c'était pas juste un pain au chocolat, c'était le pain au chocolat, le croissant, le pain suisse, la focaccia, la pizza, petit donuts. Petit éclair. Ah, c'était... Et il avait mangé pour 3 jours avec ça, juste voilà. avec sa pâtisserie. Donc en fait, bah, j'avais mangé mes cales juste avec ça. Et puis en fait, je le mangeais dans ma voiture. Avant de rentrer. Puis ensuite, je rentre. Et puis c'est surtout que même, c'était pas que ça. C'était genre, j'achetais des... Et ça, je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais j'achetais des bounty. Oui, j'ai déjà vu les emballages dans la poubelle. En dessous, parfois, cachés. Mais oui. Je les cachais. J'avais l'impression. Je faisais ça quand j'étais gosse, moi. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai compris que j'avais des troubles du comportement alimentaire. Parce que je vidais les placards quand j'étais gamin, mais j'étais comme ça. Mais je ne le savais pas parce que je ne connaissais pas les troubles du comportement alimentaire avant. Et du coup, ce qui se passait, c'est que bah, je mangeais les trucs, et là, je rentre, je mange, et puis elle me dit ça, et puis je dis, je te dis tout ou pas? Et du coup, je lui balance les trucs. Et elle, ce qui a été bien quand même, c'est qu'au lieu de m'engueuler, parce qu'elle aurait pu m'engueuler, hein, elle aurait pu dire putain t'abuses, hein, t'es vraiment casse-couille. Hein. Elle aurait pu dire, elle se foutait juste de ma gueule en fait. Elle me disait mais t'es vraiment ridicule. Et du coup, moi ça me faisait rire, mais je me dis putain elle a raison, je suis trop con, je suis ridicule. Déjà je suis ridicule parce que je lui ai pas dit, déjà de 1, et de 2, je suis ridicule en fait parce que bah genre c'était stupide. C'était stupide donc en plus le truc c'est que si je tenais ma diète toute la journée et que je mangeais éventuellement un petit truc en plus ce soir, ça me rajoutait quelques calories le soir. Sauf que là, je mangeais la journée ma diète, plus me défoncer des trucs. Vu qu'il me le disait pas, en plus, il était obligé de lui manger ce que je préparais. C'est ça, j'étais obligé de manger ce qu'elle me préparait. Et ensuite, des fois, on avait un petit truc le soir, donc soit un resto avec ci, soit un resto avec ça. Et je me disais, putain, je suis trop con parce qu'en fait, j'avais juste à suivre ma diète la journée et puis ou éventuellement baisser un peu mes carbs ou mes fats. Et voilà, je pourrais manger un truc un peu plus sympa le soir. Et c'est là où j'ai été très mauvais. Et voilà, donc c'est pour ça que je ne blâme personne en post-compétition parce que moi-même j'ai été une merde. Mais après, je mets au défi toute personne de faire une prep comme j'ai vécu. Faut savoir que moi, si vous écoutez mon podcast, après 6-8 semaines de prep, en fait, j'arrivais même plus à marcher, quoi. J'arrivais même plus à marcher alors que je mangeais hein, toujours, mais j'arrivais juste plus à marcher à cause des soucis que j'avais eus. Et je dormais plus, enfin j'ai continué sur 8 semaines au mental. Au mental, c'est-à-dire que je pleurais tous les matins. Puis je voulais abandonner. Je voulais abandonner tout le temps. Je voulais pas continuer, enfin bref. Écoutez ce podcast, je pense qu'il aidera quand même pas mal de monde. J'ai été une giga fiotte, hein, vraiment, pendant cette période-là, mais j'ai continué, je suis allé jusqu'au bout. Pour le coup, en termes d'abnégation, j'ai été pas trop mal. Parce que je pense qu'il y aurait pas mal de personnes qui auraient abandonné, mais je l'ai pas fait. Et c'est aussi grâce à elle. Donc voilà. Écoute, on a fini ce podcast, hein, on a bien tourné là. Voilà. On pourra dire juste un petit mot sur la fin pour comment réellement revenir en santé post-compétition. C'est suivre un plan. Déjà, ne faites pas comme j'avais fait, peur de reprendre du poids, d'augmenter les calories, etc. Revenez en maintien et continuez à suivre votre routine. Ne dites pas, ne prévoyez pas 1000 trucs avec tout le monde après la comp. Laissez le temps faire les choses, attendez un mois. Ouais. De toute façon, le burger d'à côté, il fermera pas. Hein, vous inquiétez pas, il restera toujours ouvert. C'est ça que vous disiez vraiment que les gens non plus, ils partiront pas. Les gens partiront pas. Et la bouffe ne partira pas. Vous pourrez encore manger des donuts plus tard, vous pourrez manger un resto plus tard, vous pourrez faire un buffet à volonté toujours dans 3 mois. Il n'y a aucun souci pour ça. Donc voilà, toujours faire ça. Donc revenir en maintien,
repos, Ouais. et continuer à suivre son plan. Suivez Ne sortez pas de votre routine en fait. C'est la plus grosse erreur. Pendant moins quelques semaines, en fait, se dire qu'on est toujours en prépa. Voilà. C'est sûr que c'est important après la prep de relâcher, mais pas tout de suite après pour moi. Je suis d'accord. Laissez-vous un mois de récup et après un mois, voire peut-être même un peu plus, ça dépend de certaines personnes. Même sur les trainings, hein. Faites des trainings qui vous plaisent un peu plus. Ouais. Voilà, faites un petit peu d'autres choses. Pas trop de volume non plus pour laisser votre corps récupérer. Ouais, pas trop d'intensité. Voilà, je pense que c'est vraiment le plus important, c'est pas trop d'intensité. Continuez à prendre des compléments alimentaires, même si vous êtes post-compétition. Donc tout ce qui va être support thyroïdien, tout ce qui va être justement support du profil lipidique. Pour les mecs chargés, continuez vos trucs. La détox, c'est super important post-comp. Voilà, faites la plus grosse erreur que vous pouvez faire, c'est sortir de votre routine. Sortir de votre routine au niveau de votre dépense, au niveau de vos steps, le pire, hein. votre Très souvent, training, c'est la dépense, votre alimentation, oubliez vos compléments alimentaires, tout ça. Moi, j'imagine pas si j'avais pas gardé ma dépense, mais comment j'aurais encore plus pris de poids que ça. Parce que heureusement, on faisait entre 15 et 20 000 steps par jour, parce que je savais que je faisais de la merde, plus je faisais du cardio. Enfin, si je faisais pas ça, c'était finito pipo. Hein. Donc, non. Restez surtout la dépense. Pour tout. Ouais. Surtout la dépense. Je dis pas de continuer à faire du cardio en vrai, mais continuer à avoir une bonne dépense au niveau des steps. Non, mais même Puis en plus, voilà, vous retrouvez de l'énergie, profitez-en pour vous donner au training. Vous donnez au training, mais allez-y quand même mollo. Mettez pas full intensité non plus, parce que c'est dans ces moments-là où on se pète, hein, très souvent. Et puis ouais, gardez quand même une bonne dépense. Faites aussi d'autres sports potentiellement. Voilà. Et puis dites-vous que si vous avez réussi à voir vos potes et votre famille en suivant votre diète pendant toute la prépa, vous y arriverez aussi très bien post-compétition. La seule différence, c'est quoi? C'est que il faut juste se dire que vous aurez plus d'énergie, donc ce sera plus cool quand même, et vous pourrez prendre un petit peu plus sur vous. Mais voilà, commencez pas à culpabiliser à nouveau parce que vous êtes en post-compétition et que du coup vous pouvez voir tout le monde, et du coup ça fait plusieurs mois que vous les avez pas vus, donc non, restez toujours dans le même process parce que sinon vous détesterez votre physique très rapidement. Et vous ferez comme plein d'athlètes, c'est-à-dire qu'un post-compétition dégueulasse, et derrière vous aurez plus envie de monter sur scène, ou vous allez galérer à récupérer vous allez galérer à récupérer une shape qui soit correcte. Ouais. Et pas pour autant revenir en santé plus rapidement. Et toi comme moi, on a eu des clients qui ont fait ça et qui derrière galèrent. Moi j'en ai encore mais même mentalement et physiquement. Derrière, galère à récupérer. Je vais parler d'un client à moi, je vais le citer. Kylian, c'est un client à moi. Il a fait de la merde post-compétition assez rapidement. On a essayé quand même de gérer comme on pouvait. Après 4 mois, on s'est dit écoute, on va essayer de repartir en cut parce qu'on était en maintenance, ça allait mieux. On a essayé de cut pendant 6 mois. Pendant 6 mois, on a dû perdre 4-5 kilos. Et puis au bout d'un moment, je lui ai dit écoute. Le mental y est plus, en fait, le physique c'est ça. Plus. En fait, ça sert à rien. Ça servait à rien. Et là, après un an et quelques, ça fait plus un an et quelques qu'on est en prise de masse, que je lui ai monté la diète. Elle est peut-être 7-8 mois, un peu moins d'un an, ouais, du coup. 7-8 mois que je lui ai monté la diète, qu'on a essayé des trucs comme ça. Et je lui ai dit, bah écoute, là maintenant, tu es dans les conditions pour pouvoir refaire un cut, et ça se passe très bien. Donc, prenez le temps, essayez pas de refaire un cut directement post-compétition. Oups. C'est ce qu'elle a essayé de faire alors qu'elle n'était pas encore en santé, stupide. Woman. et voilà. Sur ce, à la base, c'était juste une petite phrase sur le mot de la fin, mais on espère que ça vous aura plu. C'était le 14e épisode. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Fit by Nono. Mon Instagram, c'est Fit by Nono, si jamais vous ne me connaissez pas. Voilà. Et tu es aussi sur YouTube. Voilà. Je vais reprendre. Voilà. Je sais que ça fait un moment que je le dis, mais je vais reprendre. Il y a toujours des rushs de certaines compétitions. Peut-être qu'elle va les mettre, peut-être qu'on va pas les mettre. On ne sait pas trop. T'as toujours les rushs, donc quitte à faire ça, autant la poster.